Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier live de la saison. C'est ça, ouais. Avec François Bégodeau. Bonjour François. Bonjour. Vas-y. Pour commencer, on va vous dire de vous présenter par vous-même, du coup. Par moi-même. Ouais, c'est plus intéressant. François Bégodeau, 51 ans, écrivain, essentiellement. Donc j'ai publié pas mal de livres, ici ou là, et sinon je fais beaucoup de critiques de cinéma aussi. Sur la gêne occasionnée, c'est ça? Alors voilà, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit sur le cinéma, mais depuis quelques années j'écris plus. J'ai fait Cahiers du cinéma, Transfuge, notamment, et depuis 2-3 ans on fait ce podcast qui s'appelle Gêne occasionnée, on fait la critique de cinéma, et puis je fais d'autres trucs ici ou là, mais voilà, on va pas détailler trop. D'accord. Là on vous reçoit donc sur un sujet sur la place des médias dans la démocratie. Oui. Donc un sujet qui va nous amener sur les médias dits traditionnels, donc les journaux, la télé, et aussi quelque chose qui a beaucoup évolué récemment, c'est les médias alternatifs ou les médias qu'on va retrouver sur internet. Même celui où là actuellement on est typiquement sur une chaîne Twitch, donc sur un média alternatif. En fait, vous voulez juste commencer en vous demandant ce que vous pensiez du sujet. C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment. Mais après, je vous l'avais dit quand vous m'avez proposé ça, je dis c'est pas mon cœur de, non pas mon cœur de métier, mais disons que j'ai jamais fait de livre par exemple sur les médias en tant que tel. C'est plutôt un sujet qu'on va aborder comme ça par incidence quoi. Donc c'est pas Après, évidemment que la question des médias est une question intéressante. Moi, je dirais tout de suite, mais ce qui n'empêchera pas d'en parler par la suite, on est là pour ça, que je crois qu'il faut remettre cette réflexion à sa juste place. On a tendance, je pense, parfois, notamment dans le champ critique, les gens, les intellectuels qu'on appelle critiques, qui adressent à la société un certain nombre de critiques, et qui essaient de déconstruire un certain nombre de choses, qui seraient plutôt du côté de la contestation, on va dire, alors à gauche ou à droite, moi essentiellement à gauche pour moi. Je trouve que parmi eux, et parfois il y a une focalisation un petit peu excessive qui est faite sur les médias, comme si les médias étaient un peu la cause de tous nos maux, comme si la France était très à droite depuis 10-20 ans, et peut-être depuis toujours, mais en tout cas avec une grosse accélération depuis 10-20 ans, c'était avant tout à cause des médias de droite. Alors que moi j'ai tendance à penser que ça se joue quand même essentiellement dans ce que j'appelle le corps social. L'évolution des mentalités, elle se fait quand même par là, par des conditions matérielles sur lesquelles on pourra revenir peut-être, et que les médias d'une certaine manière, ils ramassent des mouvements idéologiques qui se font en dehors des médias. Il n'en reste pas moins vrai que les médias ont quand même leur poids dans la donne générale, et que si je pense qu'ils ne sont pas premiers, c'est pas les vecteurs principaux d'évolution des opinions, je crois pas. Ils ont quand même tendance à aiguiser certaines tendances. Voilà, et donc je pense que là-dessus, effectivement, ça peut être un sujet intéressant. D'accord. C'est vrai que là, quand on dit la place des médias dans la démocratie, c'est un peu une affirmation. On est en train de dire, comme si déjà il y avait une place, un rôle des médias dans la démocratie. Et on voulait, comme vous le disiez, est-ce que déjà, quelle est l'importance de cette place? Quelle doit être aussi l'importance de cette place? Et enfin, plus largement, est-ce que les médias ils ont un rôle d'émancipation Oui, parce qu'on entend souvent aussi que c'est un contre-pouvoir. Enfin, oui. Les journalistes répètent beaucoup ça, que c'est les garants justement d'un contre-pouvoir puissant contre. Oui, tout à fait. En place. Oui, il y avait une expression qui est un peu passée de mode d'ailleurs, mais qui avait même donné lieu à un film, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans les années 80, qui s'appelait Le Quatrième Pouvoir. On disait que c'était le quatrième pouvoir, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, et quatrième pouvoir, les médias. Expression qui est ambivalente d'ailleurs, parce que certains l'utilisant vont dire que les médias ont un pouvoir excessif, qu'ils sont le quatrième pouvoir d'une nation donnée, au sein d'un corps politique donné. Et d'autres, au contraire, vont dire non, c'est vachement intéressant qu'il y ait ce quatrième pouvoir-là, ça fait partie effectivement de la pluralité, du fait qu'il puisse y avoir un contrepoint au pouvoir réel, c'est-à-dire le pouvoir étatique pour aller vite, ou peut-être le pouvoir économique aussi. Alors là, il faudrait voir, c'est quoi le pouvoir économique? On le met dans quoi? On le met dans le cinquième pouvoir? Moi, j'ai tendance évidemment à le mettre dans le premier. Pour moi, le premier des pouvoirs, c'est le pouvoir économique. Mais oui, les journalistes, s'ils font bien leur boulot, devraient être absolument un contrepoint au pouvoir. Ce qu'ils sont quand même dans pas mal de cas. Après, il faudrait rentrer en détail.
Ce qu'on va essayer de s'interdire de faire ce soir, je pense, c'est de dire les médias, les médias, les médias, parce qu'on sait bien qu'il y a médias et médias, et que pour un journaliste d'investigation qui a fait le boulot d'aller fouiller dans l'affaire Clearstream, en l'occurrence Denis Robert, mais d'autres gens d'ailleurs avec lui, on trouvera des médias que, à juste titre, certains essayistes de gauche ont pu appeler des chiens de garde, et qui sont plutôt le relais du pouvoir que le juste contrepoint du pouvoir. Bon, il y a un peu de tout ça, quoi, mais globalement, c'est évident que une démocratie digne de ce nom devrait avoir un quatrième pouvoir très très offensif, quoi, qui fasse vraiment le travail de contre-enquête ou disons de contrepoint par rapport à ce que sont les éléments de langage du pouvoir, qui, comme tous les pouvoirs, qu'ils soient de gauche ou de droite, distillent des éléments de langage, distillent de la propagande, qui est toujours destinée à légitimer ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas en vouloir. Je veux dire, Emmanuel Macron ne va pas arriver à la télé demain pour dire ce que je fais depuis 6 ans, c'est que de la merde. Bon, il ne va pas dire ça, il va toujours défendre ce qu'il fait. Mais là, il faut des gens pour aller checker, comme on dit maintenant, quoi. C'est-à-dire, voir, bon, il a dit ça, vérifions, il a produit tel chiffre, vérifions. Tiens, qu'est-ce qui se passe du côté d'Alexis Collère en ce moment? Pour qu'Alexis Collère soit mis en examen aujourd'hui, j'ai pas trop suivi d'ailleurs le détail, mais ça fait longtemps que je suis l'histoire, et je sais qu'elle est essentiellement sortie grâce au travail de journalistes, qui sont allés voir les conflits d'intérêts qu'il y avait avec... Bon, je passe sur le détail. Donc, ouais, bien sûr, moi j'en attends beaucoup. Après, j'ajouterais quand même une petite chose, si on parle des médias audiovisuels, bon, prenons la télévision. Ce qui est une notion qui est compliquée, la télévision, parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais avant c'était simple, avant YouTube c'était simple, la télé c'était un certain nombre de chaînes de télé et on regardait la télé et ma foi. Et c'est vrai que c'était un média central. Moi j'ai connu ça, je suis un enfant de la télé, moi, je suis né dans les années 70, j'ai grandi dans les années 80, à l'époque c'est l'âge d'or de la télé. Donc c'était vraiment le média absolument central. 90% des gens s'informaient essentiellement, voire exclusivement à la télévision. Alors maintenant, ça s'est vachement dispatché. Mais il n'en reste pas moins que, par exemple, pendant une campagne présidentielle, où a lieu la campagne présidentielle véritablement en tant que telle, qui est le fleuron de notre démocratie, je dis ça entre guillemets, elle a lieu essentiellement à la télé. Elle n'a pas lieu dans les meetings. Les meetings, c'est fait pour galvaniser les militants. C'est même d'ailleurs peut-être pour avoir des images pour la télé. Tout à fait, de plus en plus. D'ailleurs, ils se battent tous pour être transmis en direct sur BFM, et ce qui est bien normal, parce que là, ils auront un accès direct à 3 millions de personnes plutôt que 2000 qui se trouvent dans la salle, ou 3000. Donc, oui, je pense que la télé est vraiment très importante comme une sorte d'agora. C'est quand même là qu'a lieu la campagne présidentielle et les campagnes législatives, ou un peu moins municipales évidemment, qui sont des campagnes plus de terrain. Bon, alors c'est à ce titre-là que ça devient un sujet intéressant, parce qu'une campagne présidentielle va se jouer beaucoup à la télévision, en tout cas dans ce média-là et dans ses dérivés qui seraient les reprises sur Internet. Bon, après, moi, par rapport à ce qu'est ma conception à moi de la démocratie, que j'essayais d'évoquer dans le petit livre que j'ai fait là, au printemps dernier, Comment s'occuper un dimanche d'élection. Et moi, je considérais que les élections n'étaient pas justement de la démocratie, et que ce qui est démocratique, c'est quand les gens eux-mêmes font des choses sur le terrain, prennent des initiatives en autonomie, se battent. Et à ce moment-là, quand s'exerce la vraie démocratie, alors là, les médias, ils deviennent très secondaires. Donc, synthèse, je veux dire, pour résumer ce que je suis en train de dire de façon laborieuse, les médias ne sont centraux dans notre démocratie que par rapport à un certain pan de la démocratie, qui s'appellerait le pan électoral, les élections, dont moi je considère que ce n'est pas le pan important de la démocratie. Ouais. Voilà. Donc en fait, pour résumer, oui, les chaînes de télé sont absolument essentielles dans une parodie de démocratie. Et d'ailleurs, même sur ce point-là, vous l'avez trouvé intéressante au niveau de la représentation des différents candidats, ou même pas? Moi, franchement, les campagnes présidentielles, je le disais dans le petit livre, je les regarde, mais comme je regarde des concours de Miss France. Okay. Et ça a été pris pour une provocation, mais c'était pas une provocation, c'est très vrai. Comme je regarde la Champions League, sauf que je préfère très largement les matchs de foot comme spectacle. Mais je pense que c'est un spectacle télévisuel tout à fait passionnant, d'ailleurs, les élections présidentielles, si on le prend comme une compétition. C'est vrai que c'est passionnant, il y a des gens qui montent dans les sondages, qui baissent, voilà, on parie sur machin, il y a des alliances, machin va peut-être pas... Bon, chacun fait sa petite cuisine dans son coin. Moi, je pense qu'au premier tour,
tour je vais voter vert, au deuxième tour je voterai truc. Bon, chacun fait son petit truc, quoi, comme on parierait, comme des paris sportifs. Et là-dessus, la télé, elle est toujours excellente pour produire ce genre de spectacle, parce que je pense qu'elle est coproductrice du spectacle présidentiel. Ça, c'est très important. Elle a tout intérêt à ce qu'on soit nombreux à suivre le spectacle, comme elle aura tout intérêt à ce qu'on suive, malgré pas mal de réticences, la Coupe du Monde au Qatar, puisque ce seront des audiences qui seront monnayables en annonceurs, lesquels annonceurs financent la télévision. Bon, moi, alors voilà, il y a des moments que je trouve, d'un point de vue du spectacle, intéressants dans une campagne présidentielle, mais à aucun moment je ne vois de la démocratie au travail. Je ne vois qu'un pastiche de démocratie. Et puis en plus, bon, comme je le disais aussi dans le même livre, il y a tout un tas d'éléments dans les élections même qui font que sont toujours mis en avant les thèmes que moi je trouve les plus pourris. C'est ce que j'essayais d'expliquer, qu'une élection nationale qui va produire l'élection de notre chef de la nation, à savoir le président de la République, a forcément en son centre le thème national et par extension le thème identitaire. Donc la France, la patrie française est la grande héroïne des élections présidentielles. Tous ils ont ça à la bouche. Leur slogan en général, il y a France dedans, France réveille-toi. C'est vrai qu'on a même retrouvé, pas cette année, mais il y a 5 ans, même chez Jean-Luc Mélenchon, on retrouvait ça aussi un peu. Oui, bah, je sais pas, ça m'a un petit peu désolé, parce que moi je me bats beaucoup dans mon propre camp pour définitivement dire et redire ce qui était évident il y a 50 ans, il y a 100 ans, et qui ne l'est un peu moins, hélas, c'est que la patrie n'est pas une valeur de gauche. Absolument pas. Et que donc, le signifiant France, nous n'avons rien à en faire. Il faut absolument laisser ça à nos adversaires. Eux, ils ont qu'à faire n'importe quoi avec, on leur laisse le joujou France. Et oui, j'ai constaté avec un certain dépit qu'un candidat indéniablement de gauche, Mélenchon, mettait en avant parfois le thème de la patrie, prononçait le mot patrie et chantait la Marseillaise à la fin de ses meetings, ce qui me paraît un contresens absolu. Du coup, pour revenir un peu, du coup, comme par exemple pour la Coupe du Monde au Qatar, etc., il y a des corrélations entre le média, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Du coup, justement, est-ce que c'est, comment dire, cette corrélation, à quel point elle est pesante pour qu'un média puisse s'exprimer librement? Oui, alors ça c'est une grande question qui fait l'objet de toute une littérature d'ailleurs. Bon, les médias sont rarement indépendants, en tout cas ce qu'on appelle les médias mainstream, on va dire. Pour reprendre un peu les chaînes de télé, peut-être les grands groupes de presse. On va commencer par là. Même s'ils sont très largement marginalisés, en fait, dans l'offre médiatique absolument foisonnante qu'il y a depuis l'avènement d'Internet, et depuis notamment une dizaine d'années. Mais oui, on sait bien que, pour reprendre le bilan déjà souvent ressassé, mais à juste titre, la presse est aux mains de quelques milliardaires. Nos chaînes de télévision, les chaînes d'infos sont pour certaines aux mains de milliardaires aussi, lesquels milliardaires ont sans doute un certain contrôle sur les médias qu'ils possèdent. Et c'est évidemment un gros problème, c'est un déni de pluralisme. Il y a beaucoup de gens très modérés, pas simplement des agités de la gauche qui le disent. Il est évident qu'il y a quelque chose de profondément empoisonné dans une situation comme celle-là. Après, il faut dire des choses simples aussi quand même. C'est-à-dire que moi, m'inquiète moins, au bout du compte, le fait que, par exemple, un Patrick Drahi possède BFM, et donc il pourrait contrôler ses journalistes et orienter un peu les nouvelles dispensées par BFM en faisant une certaine pression sur eux. Souvent, quand on dit ça, les journalistes, c'est pas souvent, c'est systématique. À chaque fois qu'on demande à un journaliste, mais vous n'avez pas de pression de votre actionnaire principal, évidemment, le journaliste ne va pas dire oui. Mais en plus, je pense que de très bonne foi, il nous raconte qu'en fait, c'est pas vrai. Il n'a jamais de coup de fil du patron, voire même du sous-patron, voire même du sous-sous-patron. Alors, à ça, il faut dire deux choses. Premièrement, il existe des coups de fil. Ça existe quand même, c'est documenté. Je connais un tout petit peu le monde médiatique quand même si, il n'est pas toujours sympa avec moi, mais du coup je le connais quand même, et sans être très informé, je n'ai pas d'informations en première main, mais je le connais suffisamment pour avoir eu beaucoup de témoignages de coups de fil, ce qu'on appelle des coups de fil, qui peuvent être des mails, mais on va dire coups de fil par symbole. Mais en fait l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est que, en général,
le bétail journalistique, le cheptel journalistique, la corporation, elle n'a pas besoin vraiment qu'on l'appelle pour qu'elle produise une information biaisée. Et je pense toujours du côté du pouvoir, toujours du côté en tout cas de l'ordre existant, que moi j'appelle libéral autoritaire, l'ordre capitaliste, l'ordre marchand, l'ordre bourgeois, on peut le dire de plein de manières. Les journalistes n'ont pas besoin qu'on fasse pression sur eux pour produire des informations qui aillent dans le sens de cet ordre social existant. Ils sont eux-mêmes absolument partie prenante de cet ordre social et ils sont en accord total avec cet ordre social. Donc en fait, très spontanément et sans aucune pression sur eux, ils dispensent des nouvelles libérales et des nouvelles qui sont du côté de l'ordre social existant. J'entendais récemment, par exemple, Laurence Ferrari, autour de laquelle il y a eu une petite affaire, une ancienne présentatrice de TF1, du journal de TF1, qui ensuite avait échoué, je ne sais plus où, sur Canal, enfin maintenant qui est donc sur CNews, et qui vient de débarquer, je crois, alors directrice de la rédaction, ou je ne sais pas quel est son titre, mais un titre très très haut, à Paris Match. Bon. Paris Match qui appartient à Bolloré, et donc elle a fait une interview récemment chez Ruquier, enfin, ex-Ruquier, mais maintenant Salamé. Pardon pour le lapsus. Pour mettre au point, je pense qu'elle devait communiquer, parce que la rumeur commençait à être persistante du fait qu'elle était un peu la chose de Bolloré, et, qui donc imprimerait sur la rédaction de Paris Match, qui est une rédaction assez en plus, je veux dire, emblématique en France. C'est très important Paris Match depuis 80 ans, je sais pas, 70, peut-être plus ou moins. Et donc il fallait qu'elle communique, et elle est allée communiquer pour dire que bien sûr qu'à aucun moment Bolloré, elle ne le voyait jamais, etc. Oui, mais sauf que quand on connaît Laurence Ferrari, et moi ça fait 30 ans que je la suis de média en média, parce que voilà, on a le même âge pratiquement, je sais bien que c'est une femme de droite. Il n'y a pas besoin de... Bon, donc elle n'aura pas beaucoup à se forcer pour colorer Paris Match d'une certaine manière, qui siera tout à fait à son actionnaire principal, à son patron, sans que le dit patron ait à s'en mêler. Donc voilà, c'est à ça qu'on a affaire. Donc il faudrait voir comment se fait-il qu'on a globalement la grande majorité des journalistes qui officient dans le mainstream qui soient colorés politiquement à peu près dans le même sens. Ça, c'est une vraie question, ça. Alors, il y a plusieurs réponses, j'en donnerai une première. La première, c'est que ils sont tous issus de la bourgeoisie, globalement. Hein, et c'est des gens qui ont fait des études un peu, bon, je veux dire, dans des courroies, je dirais, plutôt privilégiées. Et puis après, du coup, ils ont fait une école de journalisme, hein, certains pas d'ailleurs, mais la plupart quand même, oui. Bon, l'école de journalisme, on sait très bien, il faut regarder quand même la couleur sociologique, en gros, ou la répartition sociologique, comme c'est le cas de toutes les grandes écoles, ou des écoles importantes d'après le bac, comme ici par exemple, bien sûr, hein, comme partout, en fait, comme à Sciences Po. Bon, donc il y a une grande composante bourgeoise, et bon, c'est pas moi qui vais... vous dire que la classe sociale importe peu dans les idées politiques. Bien sûr qu'on a toujours un peu les idées politiques de sa classe. On a toujours un peu des orientations d'opinion qui consistent à défendre sa propre classe. Bon, donc nous avons des médias très largement phagocytés par la bourgeoisie, au service de la bourgeoisie, et qui dispensent des idées qui sont en faveur de l'ordre social bourgeois. Voilà, c'est QFD. Et c'est à ça qu'on a affaire. Mais c'est pas d'hier, hein. Moi, je veux dire, quand j'avais 15 ans, dans les années 80, j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à m'éveiller un petit peu à ces questions-là. Et je regardais beaucoup les émissions politiques, les journaux télévisés, des choses comme ça. Ça se passait beaucoup à la télé, donc à l'époque, années 80. Et moi, qui assez vite ai contracté des idées, bon, je dirais assez radicales et contestataires, j'avais toujours l'impression, quand j'allumais ma télé, d'écouter la parole de l'ennemi, de l'adversaire. Donc c'est pas d'hier. Et c'était tout à fait normal que... quand bien même à l'époque le pouvoir dit de gauche avait pris le pouvoir avec Mitterrand et avait quand même viré quelques journalistes de droite qui étaient emblématiques, El Kabbach à l'époque, et déjà Alain Duhamel, hein, qui continue à officier, puis son fils est en train de prendre le relais. C'est intéressant aussi ce népotisme, ces héritages, ces effets d'héritage. Déjà à l'époque, malgré cette petite parenthèse gauchisante, hein, qui avait été initié par l'arrivée au pouvoir d'un pouvoir qui était quand même réellement de gauche, lui Mitterrand et de l'Union de la gauche, eh bien les journalistes étaient globalement du côté de l'ordre social. Ils étaient, par exemple, et moi ça me touchait beaucoup en tant que jeune communiste, j'étais en permanence insulté à la télé, puisque tout le monde était anticommuniste, je dirais presque primaire. Donc moi quand j'allumais ma télé, j'allais écouter l'adversaire, quoi. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Quand j'allume LCI, je sais que globalement c'est une couleur
je dirais, de centre-droit, conservateur. Bon, CNews, on sait bien que c'est de la droite très dure. Et puis BFM, c'est la droite macronienne. Mais avec, j'ai remarqué depuis le début de l'année, là, comme ils sont en train de se faire doubler par CNews, ils sont en train quand même de les challenger sur le marché de la sécurité, des Arabes, de l'islamisme et tout ça. Donc en gros, il y a une CNewsisation de BFM qui est en cours. D'accord. Mais il y a des journalistes qui vous plaisent, que vous aimez écouter ou pas du tout? Dans le mainstream, pour moi, de toute façon, il faut bien dire ce qui est. C'est que moi, ce qui m'intéresse dans les journalistes, c'est qu'ils m'informent. Ouais. Bon, ça c'est le b.a.-ba quand même. Globalement, dans le mainstream, on n'informe pas. Bon, d'abord, il est tout à fait savoureux de voir que les chaînes qui s'appellent chaînes d'info, en continu, n'informent pas. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand vous mettez LCI ou BFM ou CNews, éventuellement, alors à un degré moindre France Info, qui est celle que je trouve la moins irregardable, vous n'avez pas des gens qui sont en train de vous informer, vous n'avez pas un reportage sur un élément du réel sur lequel on va vous donner des informations, vous avez des gens en train de débattre. Ils sont autour d'une table et ils causent, ils commentent. Donc comme je le disais d'ailleurs dans notre joie, ce ne sont pas des chaînes d'infos, c'est des chaînes de commentaires. Est-ce que la télé informe de temps en temps? Moi je considère que c'est pas sérieux de prétendre informer les gens, y compris le truc un peu classique, pré-chaîne d'infos qui s'appelle le journal télévisé, que de moins en moins de gens regardent, mais qui était avant la source d'information principale. On parlait même de la messe du 20h quand moi j'étais gamin, hein. C'était hyper important. On n'avait pas d'information partout. Donc à 20h, on n'informe pas les gens avec des reportages de 3 minutes. Enfin, je veux dire, on informe des gens avec des reportages de 2 heures. Moi j'adore le documentaire par exemple. Moi ce qui m'informe le plus sur le réel, c'est le documentaire. Et ça, moi je bouffe du documentaire, mais c'est des documentaires qui passent pas à la télé, hein. C'est des documentaires qu'on trouve ici ou là, ou qu'on va voir en salle. Voilà. Donc la télé n'informe pas. Alors il y a quelques émissions comme ça, insulaires, tout à fait étonnantes, dont l'existence même est presque stupéfiante. C'est bien sûr des trucs comme Cache Investigation ou Complément d'enquête sur le service public. C'est vraiment tout à fait troublant que ces émissions existent. Je pense qu'elles s'en sortent parce qu'elles pètent les audiences. Le jour où Cache Investigation perdra un tout petit peu en audience, je pense le service public, enfin, en l'occurrence les chaînes d'État, parce que c'est chaînes d'État, cesseront de laisser cette bride à l'équipe d'Élise Lucet, quoi, ou à la boîte de prod qui s'occupe de faire ça. Parce que c'est vrai que ça, alors pour le coup, là ça dure 2 heures, on est très informé, et en plus souvent, ce qui me paraît moi sur le cœur de l'affaire, c'est-à-dire souvent sur la chose économique, quoi, hein. Ils vont souvent gratter dans les grandes multinationales, dans les intérêts économiques. Donc moi je regarde ça, je bois du petit lait. Ça, voilà une grande émission. Le reste, ça existe sans doute. À Canal, à un moment, ils avaient une équipe d'investigation qui était vraiment superbe, et ils ont tous été virés par Bolloré. Donc du coup, j'ai oublié son nom, mais le type qui était en charge du service investigation sur Canal, qui est un type assez formidable, maintenant il fait plutôt des trucs pour Blast, où il fait, voilà. Et donc là, hop, évidemment, l'information, elle est beaucoup plus clairement du côté des médias alternatifs, hein, ça c'est sûr. Est-ce que même par exemple, dans tout ce qui va être divertissement, est-ce que les guignols c'est intéressant pour vous ou pas du tout? Alors ça n'existe plus, on est d'accord? Ouais, parce que j'ai cru que quelque chose m'avait échappé. Oui, Bolloré s'est empressé de les déglinguer quand il a repris Canal. Il avait envie de bousiller les guignols et il se les est fait, quoi, comme on dit. Je vais me les faire et il se les est fait. En 2 temps, en plus, de façon perverse et subtile et insidieuse, comme une espèce de torture chinoise, quoi. Très très bien joué, un supplice chinois, on dit. Les guignols, à une époque, ils avaient cette fonction, moi je n'ai pas envie d'appeler ça de l'information, ils avaient cette fonction tout à fait salutaire dans une communauté politique donnée, à savoir la fonction de parodie, de pastiche, de satire, dans une grande tradition française d'ailleurs de la satire. Il y a d'autres pays qui font de la satire, hein, mais il n'y a pas que nous. Des fois, on a tendance on écoute les Français, on a l'impression qu'on a inventé à peu près tout, la roue, la satire. Il y a des choses qu'on n'a pas inventées quand même. Mais bon, donc voilà, moi je regardais les guignols, ouais, du temps de leur âge d'or. Moi j'étais en plein dedans, j'étais étudiant. L'âge d'or c'était les années 90. Après, c'est un tout petit peu décliné. Et puis, et là, ouais, je regardais, mais je regardais surtout pour me marrer. Et pour, après, en plus, c'était une équipe globalement de gauchistes. Hein. Ouais. Donc, on était bien content d'avoir un son de cloche quand même qui était quand même très anticapitaliste. Justement, est-ce que ça, c'était pas intéressant d'avoir un son de cloche qui était différent? Ouais, bien sûr. Non, mais ils avaient l'humour en plus. Ils avaient une fonction, tout à fait intéressante. Je pense qu'ils
ils ont sans doute été importants à ce moment-là, mais là, ça reviendrait à ce qu'était ma première précaution de tutoir quand j'ai commencé à parler tout à l'heure. À une époque, on a dit que les Guignols avaient fait élire Chirac, par exemple. Donc, en fait, on leur prêtait un rôle véritablement de déplacement des opinions. Et moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois que les gens qui regardaient la World Company, qui était incarnée par la marionnette de Stallone, ce qui était un petit peu leur chef-d'œuvre, en fait. Ils avaient vraiment inventé Monsieur Sylvestre, une emblématisation de l'hégémonie américaine, de l'impérialisme américain économique, qui est tout à fait réel, qu'il était peut-être encore plus il y a 20 ans. Et donc ça, c'était fort. Mais je crois que les gens qui riaient de ça et qui, du coup, en tiraient matière à réflexion politique étaient des préconvaincus. Moi, j'étais un petit gauchiste, et donc je retrouvais dans Monsieur Sylvestre une extrémisation rigolote de tout un tas d'analyses que j'avais fait par moi-même, que j'étais allé puiser dans ma vie, dans mes rencontres, dans mes lectures, dans mon éducation aussi, dans la famille dans laquelle j'étais. Donc ça, j'ai toujours quand même un petit doute, et c'est très inquantifiable de savoir à quel point vraiment des médias, par exemple contestataires, ou une émission comme celle-là qui était effectivement très en vue, a pu tordre un peu les opinions. Est-ce qu'on croit vraiment, prenons par exemple l'exemple schématique de est-ce qu'il s'est trouvé en France entre 90 et 2000 mettons un jeune homme qui aurait eu une éducation absolument à l'inverse de la mienne, une éducation de droite, qui serait un fils de petit commerçant, assez persuadé que le libéralisme va nous sauver et que voilà, le libre marché c'est quand même vachement bien parce que ça sauve des gens de la pauvreté et autres dogmes de l'orthodoxie. Est-ce que ce type-là, à force de regarder les Guignols tous les jours, ce qu'il pouvait très bien faire pour se marrer, quoi, parce qu'il y avait aussi des sketchs apolitiques, il y avait Johnny, puis c'était brillant, c'était vraiment drôle. C'est un des auteurs, et c'est quand même le scénariste d'OSS par la suite, hein, donc pour dire qu'on est quand même dans des gens qui sont des orfèvres du rire. Bon, ben moi je crois pas que cette personne que j'ai portrait robotisé là, au bout de 10 ans de Guignol, d'un seul coup il soit passé à gauche, et sur la seule foi des Guignols. Je ne crois absolument pas à ça. Oui, mais peut-être que c'est ça, plus d'autres choses aussi qui... Non ? Ah bah oui, mais il faudrait voir quelles autres choses. Ouais, moi okay. Je pense que ça pourrait être ça, plus des éléments de sa vie. Ouais, okay. Et c'est là que je reviendrai quand même à l'élément de réalité et de ce qu'on vit véritablement, notamment dans le travail, sur le marché du travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie en tant que salarié. C'est plutôt là que les choses évoluent. C'est sur cette... Comment dire ? Si vous prenez par exemple le fameux truc, pas mal d'ouvriers qui dans les années 60-70 votaient communistes, un certain nombre d'entre eux, pas autant qu'on le dit d'ailleurs, mais quand même un nombre négligeable d'entre eux se sont mis à voter FN dans les années 80-90. Est-ce que ces gens-là se sont mis à voter FN parce qu'il y avait, entre autres choses, à la télé, des médias qui étaient assez droitiers, qui commençaient à promouvoir des thèmes identitaires ou des thèmes lepénistes? Est-ce que c'est ça qui a fait basculer quelques ouvriers communistes du côté du FN? Comme c'est beaucoup arrivé dans le Nord, par exemple, pas loin, enfin ici, quoi, enfin autour de l'île. Eh bien, je crois pas. Je crois pas que... Dieu sait si les médias sont de droite depuis longtemps, Dieu sait s'ils ont beaucoup fait pour que se généralise le thème identitaire, hein, ils en ont fait des caisses hein, sur le voile, l'islam, blabla, mais je crois que ce qui s'est passé essentiellement pour cet ouvrier, c'est que d'abord il a été mis au chômage, il a été précarisé, il a été délocalisé, il s'est retrouvé en insécurité sociale, et laquelle s'est exacerbée peut-être en insécurité culturelle, comme on dit, et c'est ce qui lui a rendu le FN sympathique. Moi je crois que dans la donne, les médias sont vraiment quantité négligeable. D'accord. Ensuite, quand on va regarder France Info ou CNews, est-ce que... on hésite un peu déjà, c'est voilà. un peu bref. Mais est-ce que c'est fondamentalement le même discours de fond, en lame de fond qui existe, ou alors il y a une vraie différence entre les deux? C'est une grande question, et elle était, je dirais, au cœur de mon livre qui s'appelle Notre Joie, mais elle est au cœur de moi. Ce que je dis toujours, c'est, en gros, pour moi, tous les médias sont du côté de la bourgeoisie, donc de droite. En fait, c'est des médias conservateurs. Ils sont pour conserver l'ordre social. L'ordre social qui fait que il y a des propriétaires et des prolétaires, qu'il y a des gens que l'argent va à l'argent, enfin voilà, un ordre social qu'on connaît. Je crois qu'ils sont globalement du côté de cet ordre social. Globalement, je vois parce qu'ils énoncent de temps en temps quelques petites piques, quelques petites critiques comme ça, très à la marge. Bon. Donc après, partant de là, est-ce qu'il y a une différence qualitative entre France Info et CNews? Qui est alors là où on a affaire à un média qui
qui se cache de moins en moins d'extrême droite, ou plutôt pour ce qu'ils appelleraient l'union des droites. C'est surtout ça le grand militantisme de Pascal Praud, c'est l'union des droites, c'est-à-dire en gros le projet de Zemmour. L'union des droites, c'est d'en finir effectivement avec la fissure qu'il y a eu au sein de la droite française, notamment à cause de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Il y a eu une espèce de fissure entre le camp gaulliste et le camp, je dirais, traditionnellement droitier dur, droit traditionnel, issu du catholicisme tradit, c'est-à-dire le camp maurassien que Pétain incarnait. Comme il y a eu une énorme scission Pétain-de Gaulle, pour les raisons historiques qu'on sait, puis ensuite une énorme scission entre le pan de la droite, qui était pour l'Algérie française, qui était un peu les mêmes, et de Gaulle, qui va être considéré comme le grand traître, celui qui a redonné l'Algérie aux Algériens, ou en tout cas bradé la belle Algérie française, ça a fissuré, je dirais presque de façon par anomalie, la droite. Ça a fissuré des gens qui n'étaient pas fissurés, qui étaient dans les années 30 absolument fraternels. Je veux dire, qui faisaient tous bloc dans les années 30 contre le Front populaire, qui ont tous fait bloc pour dire plutôt Hitler que le Front populaire dans les années 30. Il n'y avait pas cette fissure-là. Et donc il y a eu ces deux fissures que j'appelle anecdotiques. C'est pas anecdotique, c'est la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce que je veux dire, elles sont pas structurelles. C'est une sorte d'anomalie. Et en fait, quand Zemmour réclame l'union des droites, d'ailleurs il passe par quoi pour dire que finalement Pétain de Gaulle avait le même projet? Évidemment qu'il passe par là. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour revenir à la grande union d'avant. Et qui en fait, je crois, de ce point de vue-là, je donne raison à Zemmour. De ce point de vue-là, paradoxalement, il a raison. En fait, c'est une anomalie que cette droite se soit divisée. En fait, c'est une anomalie que s'opposent... D'ailleurs, les LR sont en train d'en subir des conséquences. Ils voient bien que leur espace ne sert à rien, enfin, que c'est un espace idéologique qui n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'ils sont si bas et que voilà, ils vont encore agoniser quelques années. Et que oui, je pense qu'il serait très logique que la droite se reconstitue. L'alliance des droites, quoi. Parce qu'il y a une grande continuité entre celle qu'on appelle la droite républicaine et la droite dite d'extrême droite. Enfin, je veux dire, ils sont d'accord sur tout. Moi, je vais plus loin dans notre joie. Je reconstitue le bloc bourgeois qui irait pour moi du centre-gauche à l'extrême droite. Moi, je crois que globalement, centre-gauche, c'est-à-dire le PS ou ce qu'il en reste, les SOSDEM, et qui sont des gens pour moi de droite, mais voilà. Le macronisme, évidemment, les LR, machin, tout ça, c'est... Au bout du compte, sur les valeurs bourgeoises, ils sont absolument d'accord. Sur l'économie, ils sont absolument d'accord. Sur la distribution de la richesse, ils sont absolument d'accord. Sur la propriété, ils sont éminemment d'accord. C'est leur valeur absolue. Ils sont d'accord. Ils font semblant de temps en temps de s'opposer sur souverainisme, européisme, ça. En fait, dans les faits, on s'aperçoit que les souverainistes sont toujours des grandes gueules et qu'en fait, tout souverainiste qu'ils prétendent être, ils sont toujours au crochet du capitalisme mondial. Comme Michel Onfray. Michel Onfray, c'est pas la même chose. J'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, mais ce que je veux dire, il n'est pas au pouvoir. Hein, c'est pas un homme politique, pas encore. Non, mais prenons une femme comme Mélanie. C'est très intéressant, Mélanie. On dirait, elle est fasciste, elle n'est pas fasciste, elle est crypto-fasciste, elle est parafasciste. Moi, j'en ai rien à foutre. Ce que je vois, c'est qu'elle est du côté du grand capital. Et qu'elle aura beau pérorer contre... Elle est présentée comme souverainiste. Mais souverainiste de quoi? Elle n'est pas souverainiste du tout. Elle est absolument du côté... D'ailleurs, elle a beaucoup avalé de couleuvres de ce point de vue-là pour rallier la bourgeoisie. Pour que la bourgeoisie ne soit pas inquiète. Elle est même revenue sur l'avortement, sur des choses comme ça. Parce que ces gens-là, ils se font toujours élire avec l'assentiment de la bourgeoisie. Et il a fallu l'assentiment de la bourgeoisie pour qu'Hitler arrive au pouvoir. Il a fallu l'assentiment de la bourgeoisie pour que Mussolini arrive au pouvoir. Tous ces gens ont toujours fait alliance contre quoi? Contre les éléments véritablement subversifs d'une société qui sont les éléments socialistes, au sens 19e siècle du terme, c'est-à-dire communistes. Les seuls qui véritablement proposent autre chose, c'est-à-dire de sortir du régime de la propriété. C'est ça en fait. Le reste, tout ça fait alliance. Alors évidemment, il y a des degrés. Moi, je ne vais pas dire que Macron égale Marine Le Pen. Je ne vais pas dire ça. Je dis qu'il y a continuité. Je dis qu'il y a alliance objective, et je dis qu'il n'y a surtout pas rupture entre les deux. Il n'y a pas identité. Je pense que par tempérament, par histoire, par plein de choses, Macron ne vient pas de la même bourgeoisie que Marine Le Pen, ils ne sont pas faits pareil. Il y aura quelques petites nuances de l'un à l'autre sur le thème identitaire, sur le thème national. Enfin, il y a continuité. Donc il y a continuité, je reviens au début de la question, il y a continuité il n'y a pas identité entre France Info et CNews, quiconque les regarde, mais il y a continuité. Par exemple, il y a une continuité thématique. C'est-à-dire que effectivement sur CNews, on va dire les Arabes ils font chier, le voile c'est horrible et ça suffit, maintenant on voudrait même interdire le voile dans la rue ou ce genre de choses. On va pas dire ça sur France Info, on est entre bourgeois feutrés.
Donc on ne va pas le dire. Simplement, on va mettre comme thème central l'islam. Donc à partir du moment où vous posez un thème central commun, globalement, vous avez une découpe du réel qui est commune. Et après, il se trouve qu'il y en a qui sont plus ou moins extrêmes, plus ou moins décomplexés, plus ou moins désinhibés. Je veux dire, mais il n'en faut pas beaucoup à un bourgeois feutré pour que ressorte son petit fond identitaire patriote. Je veux dire, il ne faut pas le titiller longtemps. D'accord. Et donc du coup, en fait, c'est la même question, mais indifférente sur les institutions. C'est est-ce que du coup, il va y avoir une différence entre le service public et le service privé, dans le sens où, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peut-être des émissions qui apparaissent dans le service public qui ne seraient pas possibles dans le service privé. Ou est-ce que vraiment non, enfin c'est vraiment... Oui, c'est-à-dire que... C'est un semblant, c'est les deux côtés c'est d'une un même semblant pièce. de contre-pouvoir, un semblant... Ah bah de toute façon, non. Place, Il ne faut jamais oublier, il faut bien s'entendre sur ce que c'est qu'une chaîne publique. Une chaîne publique, pour moi, elle porte très mal son nom. Ouais, Une chaîne publique est une chaîne d'État. Mais le public et l'État, c'est pas pareil. Et que le grand problème, une des confusions qui date pas d'hier, mais c'est qu'on ait rabattu la notion de public sur la notion d'État. Mais pour moi, le public, c'est le commun. C'est ce qui nous appartient à tous. C'est pas la propriété de l'État. La sécurité sociale, c'est un organisme public, en tout cas une organisation publique, parce que justement, elle n'est pas aux mains de l'État. Elle est co-gérée par un certain nombre de partenaires ou autres. C'est d'ailleurs ce que Macron essaie de lutter contre ça. Le macronisme voudrait que ça rentre de nouveau dans le giron de l'État pour pouvoir la contrôler et qu'elle ne soit pas administrée par des éléments un peu autonomes qui font chier depuis 70 ans. Donc nous avons affaire à des chaînes d'État. France 2 est une chaîne d'État, France 3 est une chaîne d'État, France Télévisions en général, France Info, version radio ou version télé, c'est des chaînes d'État. Et donc globalement, ils relaient quand même, pas directement. C'est pas Télé Macron, c'est pas Radio Macron, c'est pas ça. C'est pour ça que moi je parle plutôt d'effet de classe sociale. On a un État bourgeois et ces gens-là sont eux-mêmes au service de la classe dont ils viennent et dont ils sont les bénéficiaires. Voilà, donc oui, les radios publiques par exemple sont des radios d'État, c'est pas des radios publiques. Elles m'appartiennent pas à moi en fait, et pour cause. Surtout pas les radios France en ce moment. Je ne suis pas le propriétaire, sinon je pense que j'y passerai un peu plus souvent. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que les chaînes publiques sont actuellement des propriétés privées. Donc la continuité avec le privé, la discontinuité avec le privé, elle est de moins en moins claire. Enfin, elle n'est pas claire. Alors, il est bien vrai qu'il y a quand même un cahier des charges attaché au service public qui fait qu'on y verra certaines émissions qu'on ne voit pas par ailleurs. Cache Investigation, effectivement, serait tout à fait impossible sur BFM ou sur CNews ou sur telle chaîne de télé privée ou Canal, encore moins. Mais bon, le cahier des charges du service public, je ne vois pas très bien à quoi il ressemble, globalement. Vous avez des émissions de variété sur le service public comme sur TF1. Ce qui pète les audiences sur le service public, c'est quand même les rediffs de Derrick l'après-midi sur France 3 et n'oubliez pas les paroles de Nagui. Donc où est la vocation publique? Il n'y a pas une il n'y a pas une émission culturelle sur le service public. Avant, il y avait une espèce de cahier des charges comme ça. Il faut un peu d'émissions culturelles. Il y avait quoi par exemple? Il y en a eu des émissions culturelles, moi, depuis que je suis enfant, j'en ai vu quand même quelques-unes. Maintenant, il y en a, je pourrais vous citer, il y avait une émission de cinéma, par exemple, qui dans les années 80 s'appelait Cinéma, et qui était très pointue, très pointue, et qui est assez légendaire d'ailleurs. Vous pourrez voir des émissions, elles sont en ligne, vous verrez à quoi ça ressemble, c'était quelque chose. Il n'y a pas une seule émission de cinéma sur le service public. Il y a de la promo, il y a des gens qui viennent faire leur promo. Il y a Jiménez et Dujardin qui ont fait la tournée de tous les médias là. Et ça, c'est pas des émissions culturelles de cinéma. Donc non, moi je vois de moins en moins la différence entre ce qu'on appelle le public et qui porte mal son nom et le privé. D'accord. Du coup là, dans la même idée, c'est la question qui va, je sais pas si ça va vous plaire, mais c'est est-ce que les médias ne sont pas la somme des individus qui la constituent? Pour moi, c'est une institution en fait. C'est ça. C'est-à-dire que dire en général d'un fait social, d'une structure sociale, que ce soit une entreprise, une chaîne de télé, un média, qu'il est la somme de ces individus est une pensée que j'appellerais antisociale et c'est une pensée libérale chimiquement pure. C'est vraiment celle qu'on peut rappeler la pensée libérale. C'est-à-dire, there is no society, there is not such thing as society, disait Thatcher, la grande libérale, libérale. Il n'y a pas d'ultra-libéral qui tienne, libéral. Ça veut dire quoi? La société, ça n'existe pas, il n'y a que des individus.
Donc par rapport au discours social, dont le b.a.-ba est de dire nous appartenons à un corps social et nous sommes dépendants de ce corps social, et c'est le corps social qui nous conditionne, qui nous détermine, et que donc il faut penser le changement de ce corps social pour pouvoir changer les individus, c'est l'inverse, quoi. La pensée libérale doit dire, bon, donc en gros on pourrait dire effectivement, je ne vais pas prendre Radio France actuellement comme une structure qui aurait ses lois propres en tant que structure, par exemple d'être une station d'État, avec tout ce que ça comporte comme conséquence que j'ai déjà établi. Non, France Inter sera ce qu'en feront les journalistes de France Inter. Donc de 6 à 7, nous aurons un programme qui sera coloré par la personnalité de son journaliste emblématique, et puis de 9 à 10, et bien autre programme, autre individu, donc autre couleur, et tout ça fera une réalité France Inter particulièrement bariolée, bigarrée, plurielle, foisonnante. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gros effets de structure sur France Inter. Il n'y a qu'à regarder l'organigramme, il n'y a qu'à regarder qui dirige France Inter, c'est pas moi. Hein. Regardez la couleur politique des gens qui la dirigent. Des gens qui sont au poste de direction. C'est quand même intéressant de regarder ça, c'est notre chaîne. On paye des impôts pour elle. Donc il faut regarder un peu ce qu'on fait avec notre argent, comme disent les poujadistes. C'est intéressant. Bon, moi je pourrais vous faire l'organigramme, il est d'une cohérence politique tout à fait spectaculaire. Tout à fait spectaculaire. C'est monochrome. Du coup ça rejoint un côté, la continuité que vous disiez tout à l'heure entre France Info et CNews. Bah en l'occurrence, oui, là je parlais de France Inter, hein, mais oui, moi je pense qu'il n'y a pas des... Par exemple, je dirais, je vous le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez, puis je ne sais même pas si ça pourra vous dire quelque chose, mais Radio France actuellement, c'est-à-dire essentiellement France Inter et France Culture, bon, qui restent quand même 2 stations, notamment France Culture, France Culture continue à avoir une tradition. Il y a une continuité France Culture qui est intéressante, qui fait qu'on peut encore écouter des choses absolument formidables. Mais disons, dans les éléments, dans les émissions les plus en vue de la station, donc si je prends Radio France, la couleur générale, c'est ce que je pourrais appeler, c'est printemps républicain. Vous voyez, ces gens vaguement issus de la gauche, comme ils disent toujours, mais qui seraient très laïques, très, voilà, c'est autour, Elisabeth Badinter étant leur sainte femme, leur Jeanne d'Arc, et puis Raphaël Enthoven en étant le porte-parole flamboyant et aboyant, Caroline Forest en étant l'intellectuel organique, des choses comme ça. Le printemps républicain. Et bah, vous verrez que les gens qui dirigent Radio France sont tout à fait de cette couleur-là, ce qui n'est pas rien. Ok. Et donc justement, quand c'est des individus qui sont dans les médias, je te prends l'exemple de Edwy Plenel par exemple, qui était chef de la rédaction au Monde. Oui, compliqué comme parcours. Ouais. Edwy, ouais. Mais qui à l'époque était peut-être pas le journal le plus en vue, mais... oui, ouais. de presse... de presse, ouais. Presse nationale, est-ce que Le Monde était... Ça a toujours été le plus prestigieux. C'est peut-être pas celui qui vendait le plus, non. Mais il faudrait vérifier. Enfin, il y a une importance dans le... Donner la couleur peut-être, ouais. Très important, ouais. Oui, tout à fait. Et donc lui, par exemple, je vais aller vite, mais qui devient du coup... qui va créer Mediapart. Est-ce que justement, ça peut pas montrer que... lui, en tant qu'individu, il va créer Mediapart, il peut créer quelque chose d'alternatif, et que du coup, dans la direction du Monde, il a pu être là pour ne pas être d'accord avec certains de ses collègues ou autres. Alors là, moi, je crois qu'on va pas ressortir les vieux dossiers, mais la présence ou le passage d'Edwy Plenel au Monde est pour moi un sujet de grande perplexité, qui a été très largement étudié d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une polémique à l'époque, de livres d'investigation, notamment de Pierre Péan. Ça avait grande polémique à l'époque, un grand bordel. Et c'est vrai qu'on était un certain nombre à être très étonnés de voir à quel point Edwy Plenel, qui venait quand même du trotskisme, qui dans les années 80 avait produit des grandes enquêtes de journalistes d'investigation, notamment sur les Irlandais de Vincennes, si je me souviens, c'était lui, je crois, qui était au cœur, il a même été écouté pour ça, se retrouvait là dans un journal qui à l'époque était devenu absolument centre-droit, très baladurien notamment, il était pro-baladure au moment des élections de 95, ça paraît des vieux trucs, mais bon voilà, et Plenel faisait partie d'une espèce de direction à 3 têtes. Et tout le monde s'est étonné à l'époque que ce gauchiste, en fait, en tout cas d'origine, se soit retrouvé, se soit fourvoyé dans ce journal. Ça reste bien mystérieux. Je ne sais pas ce qu'il en dirait d'ailleurs maintenant. Je ne sais pas. Mais donc après, la crise ayant éclaté, je crois que Plenel a sauté, et puis il est parti, puis il a repris le maquis, quoi. Il a créé Mediapart, qui est une espèce de chef-d'œuvre de médias alternatifs. Hein, je veux dire, là-dessus, bien joué.
vraiment bien joué. Et beaucoup ont sauté à cause de lui, à côté de lui, je veux dire, qui partaient sur les mêmes bases. Et Mediapart a inventé un modèle alternatif tout à fait extraordinaire. Je dis ça, je suis pas revanchard, parce que Mediapart me boude, moi, depuis 15 ans, pour des raisons qui m'échappent totalement. Mais comme je suis moins aigre et beaucoup plus seigneur dans l'âme que pas mal de mes contemporains, je note que je suis un lecteur de Mediapart et qu'ils font beaucoup pour la vitalité, je dirais, démocratique au sens noble du pays. Et ça a réussi. Après, le personnage lui-même de Plenel, je veux dire, m'échappe un peu. Je comprends toujours. Enfin, j'ai quelques hypothèses, mais que je vous dirai pas là. Ce serait pas le sujet, et puis c'est que des hypothèses. En off. En off, si vous voulez. Du coup, là, ce qu'on se constate, c'est du coup, Mediapart, du coup, on arrive aussi avec l'ère d'Internet, et du coup, la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce que les nouvelles technologies, notamment Internet, a changé, a bouleversé aussi dans les médias, on parlait tout à l'heure traditionnels. Il y a toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées, là, un nouveau type de format, on peut parler de face média aussi, hein, une façon de consommer aussi de l'information qui a changé, et qu'est-ce que ça a pu changer dans la pensée des gens? C'est compliqué à quantifier, moi je suis contemporain de ça comme vous, hein, bien qu'étant plus vieux que vous, bon, au bout du compte, on a presque la même fenêtre d'observation sur le phénomène. Moi j'ai vu vraiment arriver ça, et je crois que l'élément très très nouveau, c'est qu'effectivement il y avait un monopole pratiquement de l'audiovisuel mainstream pendant toutes mes années de jeunesse, pendant les années 60, 70, 80, même quand il y a eu une seule chaîne dans les 60, deux chaînes dans les années 70, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, mais globalement il y avait un énorme monopole de la télé mainstream, quoi. Et sur l'information, beaucoup de gens ne s'informaient que comme ça, la presse écrite était de moins en moins lue. Fut un temps où la classe ouvrière lisait beaucoup la presse écrite, et puis ça a beaucoup baissé. Donc en gros, le journal de 20 heures et tous ces trucs-là, c'était vraiment très très important. Je dirais pas dans la constitution de l'opinion, mais en tout cas dans l'affermissement des opinions, voilà, en tout cas dans l'information, on va dire, indépendamment des torsions d'opinion des uns et des autres. On s'informait essentiellement par là. Bon, on sait bien que c'est plus du tout le cas, et qu'il y a une sorte d'éclatement des sources d'information, dont moi je ne peux que me réjouir. Moi je suis tout à fait content qu'il y ait des médias alternatifs qui soient créés, qui arrivent à survivre, même si je pense que c'est dur pour tous, parce qu'il y a aussi un marché du média alternatif, et qu'il y aura sans doute beaucoup d'appelés et peu d'élus, et il y en a même qui ont déjà sauté en route. Bon, alors ça se maintient. Et c'est très bien, donc on multiplie les pôles d'information, mais ça c'est un rêve de démocrate, de vrai démocrate, ça. Moi je suis très très content que les gens regardent de moins en moins le JT de 20 heures. Alors je pense qu'on regarde beaucoup trop les chaînes d'infos encore, mais je pense parce qu'elles exercent une sorte de fascination qui est celle du flux tendu de commentaires. Je pense que c'est ça qui nous fascine, qui fait qu'on la met de temps en temps, comme ça, et puis on reste 20 minutes devant, et puis ça marche comme ça. C'est assez étonnant comme... alors que vraiment, là pour le coup, c'est des médias qui produisent zéro info. À l'exception peut-être, on va dire LCI, c'est intéressant ce qu'ils ont fait depuis 6 mois, depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Ils ont vraiment décidé de faire un gros focus là-dessus, quoi. Ils ont imparti énormément de leur antenne sur l'Ukraine, et donc du coup ils ont fait un job d'informer. Et on s'est retrouvé avec des gens qu'on avait vus qu'en plateau, puisque en fait c'était leur job d'animer les plateaux. Eh bien, aller sur le terrain. Alors j'étais très content moi de les voir sur le terrain, je me dis mais ça a dû leur faire drôle, les types, ça fait 15 ans qu'ils sont en plateau, et là ils ont retrouvé, et j'espère avec joie de leur part, les gestes élémentaires du journaliste. Je suis sur le terrain, j'essaie de rendre compte de ce que je vois, pas une polémique qui est née sur Twitter et que je vais faire commenter en boucle. J'étais content. Alors il se trouve que, petit bémol, je trouve quand même le son de cloche général du traitement de l'Ukraine par LCI un peu monochrome aussi. Non pas que j'ai quelque sympathie que ce soit pour Vladimir Poutine et pour ce que son armée fait depuis 6 mois, mais quand même, je suis très étonné de l'ukrainophilie inconditionnelle de LCI depuis 6 mois. Donc voilà, mais c'est un petit bémol, c'est pas très grave en soi. Je note quand même d'abord qu'ils ont retrouvé des gestes élémentaires d'information. Merci les gars, j'espère que ça vous a fait du bien et que on ne vous y reprendra plus à animer des commentaires pendant 12 heures de suite. Mais c'était pas la question. Non, ce que ça a changé, c'est ça, c'est les pôles d'information. Après, si je voulais... et donc moi, par exemple, j'en profite moi-même, j'arrive à m'informer, à trouver des nouvelles sources d'information sur Internet que je trouve super, quoi. Moi, je regarde les médias alternatifs, essentiellement ceux d'ailleurs qui sont... idéologiquement assez,
proches de moi. Enfin, Ça vous arrive d'aller voir des médias qui sont totalement d'accord avec vous ou pas du tout? Après, alors voilà, j'allais en venir, je vais répondre, hein, mais je voulais en passer par un truc, c'est que la seule petite inquiétude que j'aurais, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on appelle aussi médias alternatifs, c'est quand même aussi souvent des gens qui produisent moins de reportages et d'informations que de paroles sûres. Par exemple, le média, donc créé un peu autour des Insoumis à une époque, et puis après il y a eu des hauts, des bas, des allées, des retours, et même maintenant voilà, et c'est toujours une rédaction de toute façon très clairement à gauche. Ils produisent au bout de encore un peu moins d'informations, toujours beaucoup moins d'informations de terrain que de commentaires sur l'information. C'est beaucoup des éditos. Alors je sais qu'ils font un gros effort parce que ça coûte de l'argent en fait, le reportage de terrain. C'est ça. Et là, c'est là que le modèle économique des médias alternatifs, il les force un peu à faire un peu du commentaire aussi en boucle. On va y venir après cette question-là. Alors du commentaire beaucoup plus intéressant, hein, où ils invitent des intellectuels beaucoup plus intéressants que ceux qui passent à la télé, et où on peut les écouter pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc ça déjà c'est passionnant. Et parfois des journalistes d'investigation qui vont quand même nous ramener de l'information. Après, moi je pense que le parent pauvre, effectivement, des médias alternatifs pour l'instant, c'est la documentation réelle, quoi, le travail de terrain. Mais je sais que c'est un problème économique. Hein. Je sais qu'ils adoreraient pouvoir payer une rédaction de 22 reporters qui iraient aux 4 coins de l'Europe et même au-delà pour ramener véritablement de l'information. Mais ça, c'est là, le nerf de la guerre est économique. Donc pour répondre sur les médias dits de droite ou d'extrême droite, moi je ne vois pratiquement pas de médias de droite ou d'extrême droite qui feraient de l'information. Je sais que Livre Noir, ils se sont mis un petit peu à faire de l'info, mais je suis à peine allé voir, mais par négligence. Je n'ai pas que ça à foutre non plus que de passer ma vie sur Livre Noir, même s'ils ont eu la gentillesse de m'inviter, et qu'ils ont été courtois avec moi. Mais donc voilà, moi j'ai l'impression que aller voir les médias de droite, c'est quand même aller écouter des gens de droite dire des trucs de droite. Ce qui me pose aucun problème. Moi je peux écouter quelqu'un de droite. Le problème c'est que j'ai les mêmes sur CNews. Donc alors il y a peut-être un peu plus de folklore chez certains youtubeurs de droite et d'extrême droite qui ajoutent un peu de comique, parfois malgré eux, à la sauce, disons, au tout venant de ce que produit CNews. Il y a plus de rire, mais souvent malgré eux. Moi, ils me font marrer malgré eux. D'accord. Et du coup, est-ce que ce qu'on va retrouver sur YouTube, sur Internet, ça va être aussi poussé par, je sais pas, poussé par l'ordre bourgeois, comme vous avez dit tout à l'heure, poussé par le capitalisme, ou alors justement les gens ils sont plus libres parce que moi demain je peux démarrer ma caméra, faire une vidéo, dire ce que je pense et la poster. Ouais, je pense qu'il y a quand même un effet de liberté réel du point de vue de l'opinion. Je veux dire, sur Internet, on peut vraiment, c'est la foire aux opinions. On a vraiment tout le nuancier des opinions. Je peux passer ma vie sur Internet à écouter des gens d'extrême gauche. Je peux passer ma vie sur Internet à écouter des gens d'extrême droite, etc., etc. Enfin, il y a une offre. Donc effectivement, petit moyen, ça coûte pas très cher et beaucoup de gens peuvent s'exprimer. Mais j'y insiste lourdement, peu de gens peuvent produire de l'information. On parle bien d'expression à ce moment-là, on ne parle plus d'information. Et vraiment, il faut faire une nuance parce qu'on s'est un peu trop habitué à amalgamer les deux. Hein, et moi, je dois dire que ce n'est pas du tout la même chose, quoi. Des gens qui commentent le monde et des gens qui rendent compte du monde. C'est pas le même geste quand même si les deux peuvent être complémentaires. Après, on sait bien la limite sur Internet. La limite, c'est quoi? C'est que pourquoi il y a peu d'argent? Parce qu'il y a peu d'enjeux économiques. Pourquoi il y a peu d'enjeux économiques? Parce qu'il y a peu d'audience. Donc au bout du compte, effectivement, moi demain, je peux monter ma chaîne YouTube et puis exprimer des trucs, genre voilà, ceci, cela, je suis pour, je suis contre, lisez ça, voyez ça, n'aimez pas telle personne, votez Pécresse, enfin toutes mes idées un peu comme ça que j'ai au fond de moi, quoi, viscéralement. Bon, sauf que voilà, mon cas est pas le bon, puisque j'ai une petite visibilité, déjà une prévisibilité, mais disons que je sois à lambda total. J'aurai 12 pélos qui vont me regarder, éventuellement 1000, 2000, 3000, 10 000. Mais 10 000, c'est peanuts par rapport à l'audience des médias où il y a de l'argent, qui coûtent de l'argent et qui donc ont besoin d'argentiers, lesquels argentiers sont en tant qu'argentiers des gens forcément du côté du capitalisme. Donc on se retrouve un petit peu avec les mêmes apories. Mais parfois il y a des réussites. Moi je sais pas, on parlait en off là, de Dany et Raz qui officient sur Twitch là. Moi je les écoute de temps en temps. Et je sais pas quelle est leur audience par exemple, je regarde pas ces trucs-là, je sais pas jusqu'à quel point, alors je sais bien que c'est dérisoire par rapport au mainstream, mais est-ce que ça peut atteindre quand même une quantité non négligeable qui fasse qu'on pourrait se dire, bah là vraiment il y a une expression de gens, alors je dirais indéniablement de gauche, en tout cas très très subversif dans pas mal de leurs prises de position,
qui auraient une audience intéressante, qui pourrait... À leur échelle, à peu près. À leur échelle, Twitch, par exemple, c'est vrai que ça peut être beaucoup, mais après, c'est vrai que par rapport aux médias mainstream, c'est compliqué de... Oui, c'est dérisoire. Ouais. Oui. Donc voilà, il y a une logique absolue dans le capitalisme, c'est que là où c'est gratuit, c'est que c'est pas suivi. Ouais. Et le jour où c'est suivi, c'est moins gratuit. Mais du coup, si c'est moins gratuit, les argentiers arrivent. Mais si les argentiers arrivent, alors du coup, les contraintes arrivent avec les argentiers. Et, Ça, on va y venir après, donc on se retrouve avec des apories. Mais bon, ça n'empêche pas. Moi, je pense qu'il faut accepter quand on... Moi, je parle pour ma chapelle, entre guillemets. Pour, disons, certains axiomes politiques un peu, je dirais, critiques. Bon, on a toujours été minoritaire, et donc on s'est toujours exprimé dans les médias minoritaires, on s'est toujours donné des structures minoritaires, et voilà, en espérant que par capillarité, contamination, les choses puissent un peu grossir et produire des résultats. Moi, je viens du punk rock, bon, pas dans le punk rock, on parlait pas de punk rock à la télé, enfin, je viens du punk rock, j'en ai fait pas mal quand j'étais plus jeune. Bon, jamais vous aviez un morceau de punk rock à la télévision, à la radio j'en parle même pas. Donc évidemment on s'organise, on s'auto-organise, on fait ce qu'on appelait des fanzines à l'époque. À l'époque il n'y avait pas internet, donc il fallait s'organiser autrement. On était minoritaire, mais il y avait des réseaux qui se créaient. Donc les minoritaires sont toujours minoritaires, je pense qu'il faut aussi admettre... Et est-ce que là ils sont minoritaires, mais je crois que c'était Geoffroy de la Galinière qui disait ça, est-ce que c'est pas pareil sur la jeunesse, et qu'il y a un vrai... et qu'il y a une vraie distance générationnelle entre les nouveaux médias sur Twitch, et que justement, je sais pas, dans 40, 50 ans, cette jeunesse, en fait là on parle à la jeunesse, et que du coup potentiellement cette audience elle peut exploser parce que les gens vont arrêter de regarder la télé. Oui, tout à fait, bien sûr. Après les jeunes deviendront vieux, adultes, iront sur le marché du travail, donc après on verra bien ce qu'ils deviennent, ce qu'ils deviennent politiquement. Et par ailleurs, moi j'aime bien Geoffroy, et je trouve toujours, c'est intéressant son idée, elle fait réfléchir, je l'avais écouté dire ça, enfin je l'avais entendu dire ça. Je dirais aussi qu'une fois qu'on a dit jeunesse, on n'a pas dit grand-chose, politiquement. Moi, je fétichise pas la jeunesse comme pôle politique. Hein. Il y a tout un tas de jeunes racistes, il y a tout un tas de jeunes homophobes, il y a tout un tas de jeunes cons d'écoles de commerce qui vont s'empresser d'aller servir le grand capital. École d'ingénieur, moi je trouve pas. Moi je trouve que les écoles d'ingénieurs en général, il y a des gens formidables, voilà, tous d'extrême gauche. Par la suite, du coup, ah oui, voilà, la question c'est, ça, pareil, c'est les médias alternatifs. Je sais pas comment parler. On va plutôt partir sur celle-là. Si Internet est calqué du coup à peu près sur le, si Internet pourrait être calqué à peu près sur le système, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que l'algorithme peut être méritocratique? Pourquoi? Dans quel sens il le serait? Dans le sens où c'est du bon contenu, et donc du coup c'est beaucoup vu. Ouais, attention, l'algorithme, c'est après comment il est fait, tout ça, il y a d'autres questions, mais si, sûrement théorique, attention, c'est de la théorique, donc c'est bien, mais c'est pas très concret. Mais bon, on pourrait dire, si on programme, si c'est mathématique, c'est trivial, on pourrait, d'une certaine façon, qu'il y a un semblant de méritocratie. Mais oui, mais là, bon, d'une part, je vais pas revenir sur la méritocratie, de toute façon, ce mot, pour moi, n'aura jamais aucun sens dans aucun système que ce soit, mais même pas dans un système communiste parfait. Il n'y a pas de méritocratie, il n'y a pas de mérite, tout ça. Donc déjà, moi, c'est pas... Mais ce que je crois comprendre dans ce que vous dites, c'est il y a quand même un moment où l'algorithme récompense des gens qui sont particulièrement vus, hein, sur une espèce de suffrage populaire, pratiquement, de vox populi, qui s'exprimerait, et donc c'est bien, donc, du coup si ta vidéo est beaucoup vue, c'est un plébiscite qui arrive en soi et qui peut arriver à n'importe qui, donc il y a un côté un peu démocratique, etc. Oui, sauf qu'en fait, sur Internet, comme dans le milieu d'édition depuis 600 ans, dans le milieu du cinéma depuis 150 ans, dans le milieu du théâtre depuis quelques siècles, voire même beaucoup de siècles, mais je veux dire, les suffrages ne font pas valeur. Les suffrages ne font pas valeur. Le suffrage n'indique pas non plus une absence de valeur. Le suffrage, en fait, est un élément, un paramètre totalement anodin pour considérer la valeur de quelque chose, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si demain, novembre fait, dans le mois à venir, novembre, le film fait 5 millions d'entrées, ça ne sera absolument pas une preuve du fait que c'est un bon film. Je dis ça parce qu'il va faire 5 millions. C'est programmé. Donc il y a aussi ça. Il y a les suffrages, parfois, sont quand même très largement conditionnés par tout un tas de choses. Donc l'espèce d'émergence spontanée de la vox populi, il faut toujours un peu s'en méfier. Bon,
Inversement, que novembre soit voué à faire 5 millions d'entrées, voire plus d'ailleurs, tel que c'est parti, tel que la propagande s'est enclenchée, ne sera pas une preuve que c'est un mauvais film. Peut-être que c'est un chef-d'œuvre, dit-il, sans aucune conviction, mais par honnêteté intellectuelle. Bon, là on verra. Moi je connais pas bien ce qui se passe sur YouTube, tout ça, mais je vois un peu, je vois comme un boomer, quoi. Je chope des infos de temps en temps. Il me semble quand même qu'il y a des influenceuses qui font des cartons intégraux sur Internet. Et en vendant des sacs à main ou en présentant des produits, en plaçant des produits qui sont genre des sacs à main ou du vernis à ongles ou que sais-je. Donc je ne suis pas très optimiste de ce point de vue-là sur le fait que... Et donc en fait il se passe sur Internet ce qui se passe parfois au cinéma. Au cinéma il arrive qu'un petit film pas très cher, qui n'a pas coûté cher, venu un peu de nulle part, avec pas de star dedans, fasse 5 millions d'entrées. C'est arrivé dans le cinéma, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà, et c'est toujours une belle surprise de l'année, quoi. Un film nous arrive, ah tiens, ça plaît, alors qu'en fait, il n'était pas programmé pour marcher. Il a réussi à faire son trou, dit-on, par le bouche à oreille, hein, c'est l'expression consacrée, comme ça, pour bien désigner une espèce de phénomène qui serait purement horizontal et immanent, quoi, purement de peuple à peuple, quoi, de gens à gens. Bon, ça arrive, et ça doit arriver sur Internet. Il arrive probablement que sur Internet cartonnent des vidéos ou des influenceurs ou des youtubeurs ou que sais-je, ou un professeur en ligne particulièrement intéressant, brillant, pointu, voilà, oui, bien sûr ça arrive, mais à mon avis pas plus qu'ailleurs. Donc la méritocratie, une fois de plus, n'aura pas lieu. Je suis désolé de... On va essayer. Ouais, c'est bien. Et est-ce que, là, on part peut-être sur un sujet qui découle de ça, mais qui est aussi très très important, c'est sur le financement en fait, parce que c'est peut-être ce qui va apporter certaines lignes ou une certaine indépendance. On retrouve sur Internet quelque chose qui n'existe pas dans les médias mainstream, c'est la communauté qui va venir donner aider le média. Et est-ce que ça vous intéresse dans l'indépendance, ou alors justement ça le cantonne encore une fois à faire ce que les abonnés attendent de lui aussi? C'est-à-dire qu'il perd aussi son... Ah bah de toute façon, encore une fois, on est toujours dépendant de quelque chose. Hein. Oui. Je veux dire, on peut s'arracher... Mieux, ouais. En fait, c'est toujours ça l'émancipation, c'est toujours s'arracher à une tutelle et à une contrainte et un carcan, mais pour découvrir d'autres dépendances, mais qui nous paraissent plus vertueuses. Oui. Mais ça reste des dépendances. Donc effectivement, si demain je n'ai plus besoin de business angels pour lancer mon média et que je m'en remets à ma communauté, c'est vachement mieux, parce qu'au moins je ne serai plus tributaire de ce qu'on vont décider pour moi, mes banquiers ou mes investisseurs, mais je serai tributaire de ma communauté. Mais simplement ma communauté, je l'aurais choisie. Elle aura un peu ma couleur, peut-être, je sais pas, par rapport à mes goûts esthétiques ou mes goûts politiques ou que sais-je, quoi, mon tempérament. Donc ça sera mieux. Mais je m'en référerai à elle, mais c'est peut-être pas plus mal, du coup ça crée une ambiance collective. Le problème, moi je le vois pas là, moi je le vois encore une fois économiquement, parce que si vous vous en remettez au don de la communauté, sachant qu'il y a énormément de médias alternatifs qui demandent à des gens de contribuer, c'est limité. Les bourses des gens sont limitées quand même, surtout que c'est en général pas les plus fortunés qui donnent dans ce genre de trucs. Hein. Bon. Donc moi c'est mon cas, hein. Je donne dans 2-3 trucs. Bon, je suis pas non plus le mec le plus précaire de la société française, loin de là, j'ai un peu d'argent, donc je pourrais donner plus. Mais ça me paraîtrait, enfin si je commence à m'abonner à tous les trucs qui m'intéressent, c'est bizarre, donc il faut choisir, donc il n'y a pas de place pour tout le monde. Et de toute façon, il y a un pot commun à partager en tellement de morceaux que ce qui revient à chacun va être peu. Et on en revient toujours au point, votre média alternatif, il n'aura pas beaucoup de moyens pour faire de la vraie information, pour faire ce qui est coûteux et pourtant essentiel. Ouais, j'insiste bien là-dessus parce que je vois un truc comme Thinkerview par exemple, qui a été un des premiers médias, ou en tout cas qui a fait date un peu, il a été beaucoup copié depuis. Bon, mais d'une part, je crois savoir de première main, puisque j'avais discuté avec Sky quand je l'avais fait moi-même et qu'on était allé prendre 2 ou 3 bières ensemble après, il m'avait un peu donné la généalogie du fric et... il a mis, je crois qu'il a lancé sur une mise personnelle au départ, parce que lui s'était fait du fric ailleurs, dans un autre domaine dont il est plus ou moins spécialiste, on peut deviner lequel. Donc il est parti un peu sur ses deniers. Après ils ont besoin, je ne sais pas si la communauté maintenant est appelée à contribution, je crois que oui. Oui. Mais bon, c'est plutôt suivi, donc je pense que ça doit permettre à la structure de se pérenniser. C'est le cas puisqu'ils existent depuis maintenant. Pour donner une ordre de grandeur sur Tipeee, je crois que c'est 18 ou 19 000 euros par mois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est pas mal, ça permet de payer. Oui, mais
Bon, C'est sur Tipeee. Hein. il se trouve que ça coûte vraiment pas cher ce qu'ils font. Oui, C'est-à-dire que, ouais, voilà. ouais. Donc pour ce modèle-là, c'est pas mal. Alors là, vous avez besoin de 3 caméras, 3 personnes qui s'occupent techniquement de la chose. Je crois qu'ils étaient 3 quand j'y suis passé. Je pense que Skype doit se payer lui-même, ce qui n'est pas illogique. Ouais. Et bah oui, donc ça fait un plan fixe sur quelqu'un qui parle pendant 2 heures. Ma foi, si la personne en question est bien, bah, ça sera bien, et puis si c'est pas bien, si la personne est inintéressante, ça sera inintéressant. Mais on n'aura pas toujours été à ce moment-là dans... Enfin, je veux dire... Là, je crois qu'on est quand même dans une sorte de limite du modèle, quand même, par rapport à certaines attentes sur ce que pourrait être de l'éducation populaire alternative, c'est-à-dire de l'éducation populaire, hein, au sens strict, c'est-à-dire les gens s'éduquent les uns les autres. C'est ça, en fait, l'éducation populaire. Et oui, mais s'éduque. Bon, alors je pense que Thinkerview, à son échelle, participe de l'éducation populaire, oui, parce qu'on en a vu passer des gens chez lui. Et des gens. Et puis c'est aussi découvrir des personnes qu'on ne va peut-être pas voir sur les médias mainstream. C'est vrai, c'est vrai. Alors, des intellectuels qui sont parfois un peu blacklistés dans les médias mainstream, mais pas seulement. Moi, j'aime bien les gens qui ont une spécialité. Moi, j'aime bien, par exemple, mes préférés dans Thinkerview, je crois que c'est moins les intellectuels que les militaires à la retraite. Ou les gens des services secrets à la retraite. Moi j'aime bien parce qu'ils lâchent des trucs. Ils ont des trucs à raconter. Bon, il y en a beaucoup qui font les kékés, qui font les malins, et dont il n'y a rien à tirer. Ça donne des moments tout à fait pénibles. Mais j'ai en tête quelques interviews. Ou alors des gens qui sont très dans le hacking ou dans l'informatique. Moi je me souviens d'une émission vachement bien sur le Bitcoin par exemple. Voilà, parce que des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Puis en plus c'était contradictoire, il y en avait 2 qui débattaient entre eux. Et c'était... Donc voilà, ça fait partie du truc. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup de parlotte et pas beaucoup de faits. Et moi qui me plains beaucoup du fait que on s'en réfère pas assez dans la discussion au réel, c'est-à-dire à la factualité du monde, à l'état du monde réel, à la petite ou à la grande échelle, je peux pas me réjouir complètement de voir qu'en fait, Internet est essentiellement une bulle de parole. Et c'est un grand bavard qui est en train de vous parler, hein. Je suis pas dupe de mes vices. J'adore parler. Et je viens assez souvent quand on m'invite à parler. Mais moi, comme spectateur, j'aimerais bien entendre un peu moins de paroles et un peu plus, encore une fois, alors peut-être de reportages, ou alors d'études, d'enquêtes, ou de rétrospection historique, par exemple. Ça, c'est pas forcément une enquête de terrain. Moi, je regarde plutôt ça, d'ailleurs, sur Internet. Quelqu'un qui va me dire, revenons sur les jacqueries de paysans au Moyen-Âge. Ouais, ça, voilà. Je trouve qu'on fait pas assez d'histoire. On fait pas assez d'histoire et on fait pas assez de ce que les marxistes appelaient des enquêtes. Enquêter sur le terrain, enquêter sur un fait, enquêter sur une situation. Moi, c'est surtout ça que je demande. Ouais, et ça, bien sûr, il faut de l'argent et il faut des contacts aussi. Voilà. Ok. Et on se demandait aussi, est-ce qu'on peut faire, en tout cas dans les émissions, dans les chaînes qui existent, est-ce que c'est intéressant de faire une analyse de classe des gens qui vont regarder certaines émissions? Ah oui. Donc est-ce qu'on peut en parler avec des exemples assez concrets? On peut parler de TPMP par exemple. Souvent on oppose TPMP quotidien, typiquement. Ouais, mais moi j'aime beaucoup cette opposition. En plus, c'est vrai que c'est au même moment, ils se tirent la bourre, c'est la guerre. Et c'est pas la même France. C'est pas la même France, c'est pas la même sociologie, même si les sociologies des uns et des autres sont assez diverses en fait. Donc c'est pas tout d'un bloc. C'est pas bloc contre bloc. Mais oui, je pense. De toute façon, là, je pense que le mépris. En tout cas. Le mépris que peuvent avoir les gens de quotidien pour TPMP est typiquement un mépris bourgeois. Ça, c'est clair. Alors, c'est vraiment, mais ça suinte la distinction bourgeoise parce que, en fait, je le disais dans l'histoire de ta bêtise, un de mes livres précédents, quand j'analysais la bourgeoisie que j'appelais un peu progressiste, un peu centriste, tout ça, quotidien, je l'ai souvent dit, a été un matériau pour moi exceptionnel, quotidien, un matériau quotidien d'analyse de cette bourgeoisie. Parce que c'est l'organe central de la bourgeoisie quotidien, vraiment. Donc il suffit de les regarder. Et il y a chez eux, comme je le disais dans l'histoire de ta bêtise, des positionnements politiques qui sont beaucoup des positionnements de goût. J'insistais beaucoup sur le fait que finalement, dans l'antithèse entre Obama et Trump, ils n'avaient pas grand-chose à dire sur le contenu. Nos amis de quotidien ne défendaient pas Obama contre Trump, ils adoraient Obama, c'était vraiment leur saint patron, quoi. Ils ne défendaient pas tant Obama parce que Obama a fait sa seule mesure véritablement de gauche qui est l'Obamacare, c'est-à-dire un système de sécurité sociale, enfin, en tout cas d'assurance maladie
qui sortent un peu du struggle for life habituel de ce pays ultralibéral, de cette espèce de grand pays du capitalisme et donc de grand pays de la sauvagerie. Mais c'était pas ça, c'était parce que Obama est tellement plus classe. D'abord, il a une meilleure tête, il est noir, c'est pas mal, quoi, quand même intéressant, il est métisse. Et puis il est classe, il est swing, il est cool, il est rigolo. Et Trump, Trump il est moche. Trump, il a une sale gueule. Alors Trump n'est pas du tout un populo, hein, pas du tout. C'est un héritier, milliardaire, etc. Mais il a une sale gueule. Ils insistaient beaucoup sur ses cheveux. Ils disaient toujours les cheveux, quelle faute de goût. Ils se marraient beaucoup sur ses cheveux, comme s'il y avait que ça à dire de Trump. Voilà. D'ailleurs, Trump leur manque beaucoup en ce moment. Et donc, leur positionnement de classe sont des positionnements de goût. Et effectivement, de l'autre côté, à TPMP, vous avez le mauvais goût. Le mauvais goût. Des gens un peu plus moches, un peu plus vulgaires, c'est trivial, c'est, alors on va dire populiste, ça fouille un peu les poubelles, c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que TPMP est un peu tout ça, mais moi, clairement, ma préférence de goût va très largement à TPMP. Vraiment, c'est là que je me sens chez moi. Okay. Oui, avec leur humour, leur truc comme ça. Vous pourriez y aller ou pas ? Ah non, mais pas du tout je pourrais pas y aller, non mais je précise pourquoi. Ouais. C'est pas du tout par... oh non, mais moi, à TPMP, moi, François Vigo, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on n'a pas le temps de parler. D'accord, ok. Ouais. Donc je comprends pas qu'un intellectuel puisse aller là-bas, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Moi, le jour où Hanouna, il me dit, on fait 3 heures avec toi, ouais, je dis, ouais, si tu veux, pas de problème, on y va. Okay. Mais 3 heures, pas 1 minute entre Gilles Verdez qui aboie et Castaldi qui fait une vanne sur les caleçons et non, et encore une fois, je ne méprise pas du tout ces gens-là. Ouais. Moi, je les trouve plutôt, ils me font marrer en fait. Ouais. Je me marre pas mal avec eux. Ce qui me fait moins marrer, c'est Hanouna peut me faire marrer. D'ailleurs, il s'est fait connaître d'abord comme comique, Hanouna. Moi, je le suivais à la grosse émission il y a 20 ans. Oui. Il était plutôt marrant. Et je le trouve assez drôle. Je le trouve beaucoup moins drôle, c'est tout ce que j'entrevois. Alors lui, de son imaginaire politique. Alors lui, vraiment, lui, c'est le boutiquier, mais alors dans toute sa splendeur. C'est un ultra-libéral. Oui, je pense qu'il est sarkozyste, Hanouna. Je veux dire, il est peut-être pas au courant, hein, parce que des fois, il se pique comme ça d'être une espèce de républicain centriste, unanimiste. Non, c'est un vrai... c'est un patron, quoi. Il parle vraiment comme un patron. Il a l'idéologie des patrons, l'idéologie de la concurrence, de la compétition. Voilà. Là, quand ça ressort chez lui. Mais nos amis TPMP sont tout autant des boutiquiers, simplement comme c'est des gens de goût qui viennent pas de la même bourgeoisie, d'une bourgeoisie plus classe, hein, plus racée, plus raffinée. On parle beaucoup de mode d'ailleurs, à la mode, l'élégance toujours. Et puis Catherine Deneuve est la marraine de l'émission, bien sûr. Catherine Deneuve, la grande Catherine. On est chez les châtelains, là, un petit peu. Donc on a une bourgeoisie qui va mépriser les boutiquiers qui se voient trop. On va appeler ça les vendeurs de t-shirts, quoi. Mais TPMP, Quotidien, c'est tout autant des boutiquiers que TPMP. Mais ils emballent ça dans un écrin de classe, ils savent dissimuler, ils ne piaillent pas. Donc moi qui choisirais toujours le camp du populo, je suis TPMP. Cela dit, je regarde Quotidien beaucoup, parce que je les trouve quand même souvent marrants, et il y a quelques reportages pas dégueulasses. Ce qui est tout à fait accablant à Quotidien, c'est... D'ailleurs, ils m'inviteront jamais, hein, ça c'est sûr. Non, mais bien avant que j'ai pu dober sur eux. Non, c'est les interviews. Là, c'est la fête de la bourgeoisie. Là, Moi, je pense que Yann Barthès interviewant Sandrine Kiberlin... Si tu veux m'offrir un truc à mon anniversaire, tu m'offres ça. Ouf. Là, on est dans l'absolu du chic. C'est le chic. Donc moi, j'aime pas le chic, alors je préfère... voilà. Ok. Ouais, il nous reste 20 minutes, 30 minutes, donc... Oui, ouais. Là, il nous reste 30 minutes, donc on va partir plus sur le cinéma. On avait dit qu'on ferait deux parties. Comme vous voulez. Et justement, comme là, on a vu une partie très commentaire, c'est la pensée dans les médias et pas du terrain. Est-ce que justement, dans le cinéma, est-ce que c'est peut-être pas plus facile de faire passer des messages, en tout cas peut-être pour votre camp, pour votre camp de gauchos, là, les espèces de crevards là qui sont 8. Ouais, je vois. Est-ce que c'est pas plus facile de faire passer des messages que justement sur les médias ou autres Les lignes de front sont les mêmes dans tous les domaines, et ils se jouent parfois différemment, mais les lignes de front sont les mêmes. Moi, je peux dire que je connais bien l'économie du cinéma et le cinéma tout court, je crois, en tout cas le cinéma français, qui est un peu mon écosystème, comme on dit. Et il est dominé par la bourgeoisie aussi.
Et donc, ce qui va se produire d'intéressant à mes yeux dans le cinéma se fera toujours un peu dans une relative marge, ou dans une économie un peu moins fournie et cossue que celle qui préside aux destinées du cinéma français mainstream, où là, je veux dire, je vois pas grand-chose à sauver. En tout cas, je vois sûrement pas grand-chose, pas grand film qui m'informe sur la réalité de la société française, pas grand film qui produise des analyses subversives, intéressantes, décalées, qui invitent à déplacer un certain nombre de normes. C'est pas dans le cinéma français mainstream, ou alors très rarement. Il y a des petits miracles comme ça, comme je disais, des trucs qui percent un moment. Mais là, si je vois la rentrée du cinéma français, en gros, si on regarde des films qui étaient en salle et qui ont un peu dominé depuis la rentrée, une espèce de cinéma d'auteur commercial, un cinéma d'auteur avec des signatures, quoi, des gens qui... Pas un cinéma anonyme, industriel pur, mais avec une visée quand même d'essayer de rassembler du monde en salle, quoi, de faire venir des gens. Le bilan que j'en tire est catastrophique, et là on voit bien. Allez revoir Paris. Faites-vous ce trip-là un jour si vous êtes maso. Allez voir le film de Claire Denis, j'oublie son nom, avec Lindon et Binoche. Le film de Claire Denis, c'est pas celui qui était à Cannes, mais un truc qu'elle a fait avant, pendant le confinement. Alors ça s'appelle comment? Si, c'était adapté d'un livre de Christine Angot, et qui avait un drôle de titre, mais j'ai oublié. Le film d'Emmanuel Mouret, Revoir Paris de Alice Vinocourt avec Virginie Efira, Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira. Vous voyez ces 4 films, comme je l'ai fait en une semaine, c'est spectaculairement des films de classe, des films totalement fascinés par le milieu dont ils sont issus, quoi qu'ils puissent dire d'ailleurs. Quelques petits scrupules ils aient l'air d'avoir. C'est un moment, par exemple, de Revoir Paris, c'est inspiré des attentats du Bataclan, enfin lointainement, et elle veut retrouver la personne qui lui a tenu la main, et qui fait qu'elle a pu tenir psychologiquement pendant que les terroristes étaient en train de perpétrer leur saloperie, et il se trouve que ce type-là, elle se rendra compte qu'il était un cuisinier sans papier, et que donc il est africain, etc. Attention, petit quota africain sans papier dans le cinéma français, ça dure 2 minutes. Sur 2 minutes, là c'est bon, maintenant on peut revenir dans Paris Centre et recommencer notre petite idylle avec Benoît Magimel et Virginie Efira. Donc non, le cinéma français, celui qui occupe la place, celui dont on parle dans les médias, celui dont les comédiens vont invariablement passer chez Yann Barthès, invariablement, c'est celui-là, et il est éminemment un cinéma de classe, anti-politique, surpsychologique, mais d'une psychologie absolument bas de gamme. Moi j'adore la psychologie, mais pas celle-là. Traitant évidemment, par exemple Revoir Paris, c'est sur le trauma post-attentat. Jamais vous avez un film mainstream français qui va traiter, mais de ce qu'était la situation géopolitique qui a produit des attentats. Ouais, c'était plus un film thérapie, Revoir Paris, non? En thérapie, oui, un film thérapie, mais je pensais en thérapie, la série c'est pareil. Bon, mais c'est un film thérapie bien sûr, mais du coup qui dépolitise le problème. Ouais. Bon, dépolitise le problème. Mais moi je ne demande pas systématiquement que les films soient politiques, simplement puisque vous me demandez si dans le cinéma il peut y avoir comme ça des... je constate que dans le mainstream du cinéma, absolument pas plus que dans la télé mainstream. Je peux essayer de vous donner un exemple ou pas? J'espère bien. Qui a été césarisé, Adieu les cons, ou pas du tout? Non. Non? Oui, non. Ça parle pas de quelqu'un qui est en détresse dans le monde capitaliste ou... Non. Non, pas du tout. Non. Enfin, là, il faudrait rentrer en détail, parce que Dupontel, pour moi, est pas... je pense qu'il est hors concours d'un certain point de vue, il brasse des imaginaires qui, pour moi, ne sont pas des imaginaires politiques. C'est pas ça un film social, c'est pas ça un film... Non, Dupontel, c'est autre chose, c'est un continent à lui tout seul. Je pense que Dupontel, c'est un nanar de droite. C'est pas une insulte dans ma bouche, hein, mais je veux dire, non, je le mettrai pas sur le compte... Non, les gens qui font le travail j'ajoute, pour faire le tableau complet du mainstream français, vous avez d'un coup des films qui sont faits par des femmes avec des actrices féminines et en gros avec une destination d'un public féminin. C'est un peu les 4 que j'ai dit. Et puis de l'autre côté, vous avez les films de couilles. Ça, c'est l'autre pan du mainstream, les films de couilles. Et donc c'est Jiménez ou Jiménez, je sais jamais comment on dit. Voilà, qui font des trucs de mecs, quoi. Donc là, du coup, de novembre, on va pas du tout le traiter sur le mode du trauma, ça c'est des trucs de gonzesse. Ouais. C'est des trucs de gonzesse, ça. Non, nous c'est la traque, quoi. La traque des terroristes. Le mec qui était dans un buisson, on l'a retrouvé, on l'a tué. On était 600, ils étaient 2, et voilà, parce qu'on a du courage. Voilà, donc ça c'est le mainstream français. Où est-ce que vous trouverez du cinéma intéressant? Dans les marges.
On a eu 2 grands films français cette année, Enquête sur un scandale d'État, Thierry de Peretti, qui avait un peu d'argent quand même, mais voilà, qui est un génie, et Rien à foutre. Très très grand film, mais un peu marginal, mais qui a eu sa petite vie quand même, voilà. Donc le cinéma français continue à pouvoir de temps en temps dans les coins produire de l'art, du cinéma quoi, vraiment. Et donc aussi, indissociablement, j'ai presque envie de dire, de donner des nouvelles de la réalité, de la vie, vraiment de la vie, quoi, mettre de la vie à l'écran. Okay. Et dans le cinéma mondial, à la limite, 2 films qui ont pu être primés aussi à Cannes, est-ce que pour vous c'est des films du coup intéressants, Parasite et Triangle of Sadness? Quand je vois ces films-là, je me dis mais qu'est-ce qui nous arrive en France? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on est malade comme peuple? Enfin, il y a un problème ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, c'est jamais l'histoire de peuple et de maladie, parce que ça, on dirait des mots à la Onfray. C'est des problèmes économiques. C'est qui est-ce qui est en charge du cinéma? Où sont les argentiers, quoi? Qui détient les capitaux du cinéma français? Ce qui fait qu'effectivement, dans notre mainstream à nous, nous n'avons pas un Bong Joon-ho et nous n'avons pas un Östlund, qui sont vraiment des cinéastes mainstream là pour le coup, mondialement connus, Palme d'Or, et qui sont politiquement, je dirais, tous les deux, on pourrait, sans trahir la vérité, mais sans être tout à fait juste non plus, dire que ce sont des gens qui ont des axiomes marxistes. Très très bien. C'est très clair chez Bong Joon-ho, et je pense que c'est assez clair chez Östlund, d'ailleurs il s'en cache pas. Comment se fait-il que ce soit possible pour un Suédois et un Coréen du Sud, et ça n'est absolument pas possible pour un Français? Il y a quelque chose peut-être de pourri au royaume du cinéma français, peut-être. Hein. Keshish peut-être? Oui, mais Keshish, vous aurez remarqué qu'il n'a pas fait de film depuis 7 ans. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais il a pu faire un grand film sur... Ça fait partie des petits miracles de l'histoire du cinéma français. Il y a eu un Piala dans les années 80, il y a eu un Keshish dans les années 2000. Il y en a comme ça de temps en temps qui arrivent à imposer leurs pattes, très singulières et très subjectives, tout en étant financés et en ayant une certaine visibilité. Ça arrive. Je pense que ça arrivera de moins en moins, et le sort du pauvre Keshish me rend plutôt pessimiste. Ok, mais on partira sur le côté... Oui, partons sur ce côté-là. En fait, l'idée du... Quand vous dites film d'auteur, film français, enfin, chaque fois, film, voilà, quelque chose, ça fait pas un peu élitiste, par exemple, que... Au final, c'est le film qui nous intéresse, que ce soit film français, film d'auteur, film mainstream. Ah, bien sûr, tout à fait. Mais on me demandait, moi je répondais à la question. Est-ce que dans le cinéma français, c'est possible qu'il y ait des trucs... Non, c'était point à la ligne. Et non, mais parce que est-ce que justement, ça fait pas un repoussoir, justement, on va parler du nouveau film français, et est-ce qu'il y a des gens qui se sentent pas du coup concernés par cet adjectif français, auteur... Déjà, non mais moi je suis pas obsédé par le film français, vraiment pas, je viens de dire le contraire. Moi je pense que tout ce qui se fait de bien actuellement, c'est globalement en dehors du pays. Donc je peux vous citer pas mal de noms de cinéastes étrangers que j'adore. Après oui, j'ai cru comprendre que dans pas mal de milieux, de segments du prolétariat, des classes populaires françaises, actuellement, il y a le qualificatif français accolé à film et tout de suite repoussoir. Oui, si vous voulez les gars, mais il faut savoir de quoi on parle, et comme d'habitude le mot français il n'a jamais aucun sens. Quand Mélenchon en parle, autant que quand on parle du cinéma, parce que la production qu'il y a eu dans ce pays qui s'appelle la France, parmi l'ensemble de la production qu'il y a eu dans ce pays qui s'appelle la France, et qui par ailleurs a inventé le cinéma d'ailleurs, et donc depuis 150 ans que le cinéma existe, 130, il y a eu une somme de chefs-d'œuvre produits par des Français dans l'Hexagone, alors parfois en situation de marge, parfois pas de marge. Voilà, donc vraiment, on a toujours tort de balayer d'un revers de main comme ça, en disant ouais, c'est français donc je peux en entendre parler. Ouais, les mecs, commencez par regarder des films de Renoir, de Bresson, de Piala et de tout un tas de cinéastes extraordinaires que la France quand même aura su produire, enfin qui auront pu travailler en France. Donc moi j'aime pas beaucoup ces clichés-là, quoi. C'est comme si moi je disais je regarde jamais un film américain. En fait, la vérité, les gens qui disent ça souvent, ils sont américano-centriques. Parce que non seulement un film français leur paraît repoussoir, mais c'est les mêmes qui ne regardent jamais un film iranien. C'est les mêmes qui n'ont jamais vu de leur vie un film taïwanais. C'est les mêmes qui n'ont jamais vu de leur vie un film africain. C'est les mêmes qui n'ont jamais vu de leur vie un film brésilien. En fait, ils n'ont de consommation de fiction audiovisuelle qu'anglo-saxonne, américaine, anglaise, avec quelques dérivatifs parfois, je parle des séries israéliennes, mais qui sont tout à fait modelées à l'américaine, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est eux qui sont très étroits d'esprit,
Et là, il n'est plus question de qui est élitiste et qui n'est pas. C'est qui est ouvert et qui n'est pas. Qui est restreint et qui ne l'est pas. Moi, personnellement, je ne suis pas restreint. Hein. Genre, moi, au cinéma, j'ai beaucoup de goûts très divers, qui vont du cinéma populaire américain, en passant par tel film expérimental hongrois que j'aurais vu un jour dans un musée. Enfin, je veux dire, est-ce que du coup une personne va pas préférer aller voir, par exemple, je caricature, hein, va aller voir un Marvel, sécuriser son prix, voir 2h30 de spectacle plutôt que... Ouais, puis il y a un problème de temps aussi, il y a c'est ça, des gens oui, qui n'ont pas le temps. Ouais, l'ouverture nécessite aussi de pouvoir risquer de perdre son temps en fait. Tout à fait, bien sûr, mais je suis très conscient de ça. Je veux dire, mais en tout cas, le fait est là. Déjà, au bout du compte, dans les pratiques de pas mal de gens, il y a une grande restriction de leur champ de perception du cinéma. Ils vont voir à peu près les mêmes trucs tout le temps. Mais bien sûr, je ne vais pas mettre au vestiaire d'un seul coup ma pensée sociale. Je pense que ça, c'est un phénomène social. Les gens ont des vies de cons, les gens ont des vies de chiens, ils travaillent beaucoup trop, ils sont épuisés. Et quand ils vont au cinéma, c'est pour se divertir. Ils veulent être sûrs de pouvoir prendre du plaisir. Donc, ils vont aller à ce qu'ils connaissent. Donc, ils vont aller à ça. Mais c'est un truc qu'on connaît en livre, on sait ça en théâtre. En cinéma, on connaît ça dans l'art en général, en musique peut-être aussi un petit peu. Voilà, alors moi, oui, c'est vrai que quand je milite pour la réduction du temps de travail et pour que les gens travaillent moins comme des cons, finalement, je milite à la fois parce que ça me paraît très juste, je trouve qu'on travaille beaucoup trop, mais je milite aussi pour l'art en fait, en disant ça, parce que ça pourrait dégager un peu plus d'heures et d'énergie à se consacrer à tout un tas d'objets de contemplation auxquels, effectivement, on ne prend pas le temps de se consacrer parce qu'on n'a pas l'énergie pour ça. Parce que jamais, moi, je jetterais la pierre à... Je n'aurais jamais aucun mépris pour les pratiques culturelles des gens. Où je suis toujours un tout petit peu nerveux, c'est quand je les entends eux-mêmes produire des jugements. Et c'est comme ça qu'on a commencé ce petit segment de discussion, en disant... oui, ça fait élitiste. Non, en fait, on se calme, il n'y a pas d'élitiste ou pas, il y a qu'en fait, vous voyez qu'un seul type de film et moi j'en vois 100. Mais c'est normal, moi j'ai le temps, je suis un bourgeois, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquement, en tout cas, que mon cœur de métier soit lié à la culture. En fait, j'ai même été payé, moi, pour regarder des films, et encore maintenant, d'une certaine manière. Donc j'ai le temps, je suis un grand privilégié de ce point de vue-là. Mais encore une fois, la différence entre les gens dont on parlait et moi, c'est pas Bégodeau élitiste, Bégodeau il regarde TPMP, donc comme élitiste, bof. Je peux avoir des goûts dits distinctifs, hein, bien sûr, beaucoup, mais lire Proust, c'est donc un peu distinctif. Bon. Mais le problème n'est pas là, le problème c'est que j'ai le temps et pas vous. Et que par ailleurs, j'essaie de m'associer à des forces sociales qui font en sorte que vous ayez un jour un peu plus de temps. Et après, même en dehors du temps, il faut aussi avoir l'opportunité de pouvoir accéder à ça. Je parlais d'un parallèle, c'est bien sûr, salle de cinéma vers chez moi en campagne, les films choisis, c'est très familial, très mainstream. Alors par exemple, c'est vrai qu'une fois qu'on est en ville à Lille, c'est vrai qu'on peut tomber des fois sur une séance un jeudi, voilà, sur un tu film. vas au Majestic, t'as d'autres films en fait. Mais voilà, et ça aussi en dehors du temps, il y a aussi l'opportunité... Ouais, mais enfin, quelle idée aussi d'habiter à la campagne, enfin, c'est une erreur majeure, c'est une stratégie de vie totalement bidon, enfin. Et ça, c'est les gens du Nord, ça. Vous êtes dans le Nord, c'est ça? Oui. Bah la campagne dans le Nord, d'où l'échec, quoi. Non mais renseignez-vous avant de faire les trucs. Essayez d'habiter une ville de l'Ouest. Là, vous serez dans le vrai. Par exemple, Nantes. Et moi, j'ai grandi à Nantes, regardez. Non, vous avez raison. Simplement, c'est un petit peu moins vrai qu'avant. La réflexion sur la culture, il y a 50 ans, il y a eu une sociologie de la culture, il y a eu beaucoup de réflexions, y compris dans les forces politiques de l'émancipation, sur comment, effectivement, apporter la culture, en tout cas faire en sorte que les gens puissent avoir un choix culturel. Donc ça fait très longtemps que ça travaille. La gauche, en fait, pour tout dire. Cette question indiffère totalement la droite depuis toujours. C'est comme ça. Et c'est vrai que pendant tout un temps, on était fondé à axer notre réflexion sur l'accessibilité des objets esthétiques. Exactement ce que vous venez de dire. Bah ouais, moi je suis à la campagne, dans le Nord ou ailleurs, putain, il n'y a pas un cinéma à 30 bornes à la ronde, et le seul que j'ai, finalement il me propose 2 trucs et pas 8. Bon. Je crois qu'en fait, cette réflexion, elle reste toujours pertinente, mais pour moi, elle est à reléguer maintenant au 3e plan de réflexion. Parce que à cause de l'hyper-accessibilité de plein de choses par Internet. Alors c'est pas un grand écran, c'est pas... regardez les films sur ordi ou sur télé, ça va, c'est jouable. Je veux dire, moi je me suis fait ma culture de cinéma beaucoup avec le magnétoscope, les VHS quand j'étais petit, jeune. Donc c'est possible, quoi. Donc je pense que... Or, on s'aperçoit que l'hyper-accessibilité de plein de choses... Moi, je peux vous donner, là, tout à l'heure, en partant, 300 titres de grands films que vous avez sans doute jamais vus et qui sont en ligne sur Internet gratuitement. Oui. Donc, mais le problème n'est pas là, on sait bien. De la même façon que tout Mozart est en ligne. Hein.
tout Mozart est en ligne, gratuitement. Mais est-ce que pour autant quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas contracté l'habitude ou le virus Mozart va y aller? Bien sûr que non. Donc on voit bien que le problème est ailleurs. Le problème est dans des conditionnements qui se jouent ailleurs. Et qui sont des conditionnements essentiellement sociaux, de milieu, d'habitudes éducatives, culturelles. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut lutter. Là-dessus, l'école pourrait avoir, pour une fois, un rôle un peu favorable, mais qu'elle n'a pas. L'école n'arrive absolument pas, ou ne fait absolument pas en sorte d'être ce lieu où véritablement les enfants de toute classe pourraient avoir un accès à tout un tas d'objets culturels. C'est pas du tout ce qui se passe à l'école, en tout cas pas durablement. C'est-à-dire quand bien même un prolo croiserait Molière en 4e, d'abord il vit ça un peu comme une casse-couillerie, et deuxièmement il n'y reviendra plus. Il ne lira pas Molière durablement dans sa vie. Donc de ce point de vue-là, l'école ne fait pas ce qu'elle serait pourtant à même de faire, mais si on la repensait autrement. On avait deux petites questions, un peu plus provoques peut-être, sur le cinéma. Alors, on y va. Est-ce que symboliquement, la salle, c'est là où s'arrête le capitalisme? Dans le sens où, par exemple, c'est l'un des rares endroits où mon téléphone va être éteint, c'est l'un des rares endroits où plusieurs personnes de plusieurs classes sociales peuvent aller voir, à côté, peuvent se retrouver dans la salle, etc. Est-ce que... Non. Ah, c'est vraiment pas le lieu. Si vous m'aviez posé la question, genre, y a-t-il des lieux dans le champ social, dans notre communauté nationale, qui échappe au capitalisme? C'est vraiment pas la salle de cinéma que j'aurais dit. Ça dépend laquelle. Si c'est la salle de cinéma d'un complexe Gaumont qui passe un blockbuster et qui fait, où il y a 600 personnes qui par ailleurs ont payé 10 € la place, plus 5 € de popcorn, plus 4 € le coca, qu'en gros c'est 25 € et tout ça, c'est quand même hyper rentable, pour voir une merde Marvel, parce que pardon, mais Marvel, ça fait quand même 5-6 ans que c'est devenu un désastre esthétique, et encore au bas mot 5-6 ans, là, je pense qu'on dirait plutôt dans l'épicentre du capitalisme. Je veux dire, et puis c'est pas parce que les téléphones sont éteints que le capitalisme s'arrête. C'est vrai que le téléphone est devenu l'outil majeur de la diffusion de la marchandise, ça c'est sûr. Non mais parce que je dis ça parce que quand on regarde un film chez nous, 84, je sais comme ça, mais c'est vrai que les gens ont leur téléphone à côté aussi. C'est vrai, de ce point de vue-là, moi c'est vrai que c'est comme ça que je défendrais la salle. C'est le truc qui permet au moins de se concentrer véritablement sur un même objet pendant 1h30 sans effectivement regarder son téléphone. Et moi je tiens pas plus que ça à la salle, je suis pas un fétichiste de la salle, mais c'est vrai que je la défendrais vraiment pour ça. Et vous avez raison, j'aurais quand même du mal à appeler ça le havre anticapitaliste. Si on est en train de regarder un film de Ruben Östlund ou un film de Bong Joon-ho, comme on en parlait, ou de Rabah Murzemesh, ou de Sophie Le Tourneur, ou de Michel Franco, dans une salle, et qu'on n'a pas acheté de popcorn, enfin qu'on a payé la place 5 € parce que c'est un ciné-club du vendredi soir, là on peut quand même commencer à se raconter qu'on est en train de forger une petite communauté fraternelle en marge du capital et en marge de la marchandise. Souvent dans les salles, c'est pas l'effet que ça me fait. Et donc l'autre, c'était est-ce que le métier de critique de cinéma, même les émissions Le Cercle ou autres, est-ce que c'est pas un immense entre-soi qui va peut-être bloquer des gens? Exemple, ils ont vu le film, puis en fait ils pensent avoir une compréhension de quelque chose, et en fait ils n'ont pas du tout compris ce qui va être dit sur le plateau. Est-ce que ça les bloque pas? Est-ce que ça c'est pas... Enfin non mais est-ce que ça c'est pas se mettre au-dessus même du populo ou autre en ayant une vérité sur un film ou autre? C'est des questions hyper compliquées parce que ça force toujours à se mettre à la place des autres. Et c'est compliqué parce que il faut quand même aussi admettre, par exemple vous l'admettez, vous qui êtes des matheux, enfin en tout cas vous, puisqu'on a parlé un petit peu avant. Mais vous admettrez qu'il y a quand même un moment, il y a un certain nombre de problèmes mathématiques, que si vous en parliez avec 3 potes à vous qui seraient du même niveau que vous, seraient tout à fait opaques et hermétiques à tout un tas de gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même admettre qu'il y a parfois des domaines où une certaine sophistication de la pensée est toujours le fait d'une minorité, que Stendhal appelait des happy few, qui sont des gens qui peuvent se comprendre les uns les autres parce qu'ils sont à un même niveau de sophistication par rapport à un objet donné qui peut être le cinéma ou les mathématiques. Et puis voilà, et évidemment, moi qui vous écouterais, alors que j'ai 30 ans de plus que vous les 4 matheux, là, je me sentirais paumé. Alors, est-ce que je me sentirais humilié? Peut-être pas, évidemment pas, pour plein de raisons. Mais en tout cas, je me sentirais en dehors du truc. Je veux dire, décidément, je bite rien aux maths, définitivement.
Bon, alors il y a des gens qui regardent Le Cercle et ils se disent ah ouais non je comprends pas tout, c'est pas comme ça que j'avais vu le film. Eh ben écoutez, c'est comme ça vaudrait pour tout un tas de trucs. De la même façon que ma mère quand elle regarde l'équipe du soir qui parle de foot, je sais pas de quoi il parle, elle connaît pas le lexique, elle dit mais de quoi il parle en fait. Et moi je comprends, enfin. Oui, donc en fait, il faut peut-être aussi admettre un peu que tout n'est pas accessible tout le temps à tout le monde à un instant T. Moi, je pense que tout est potentiellement accessible à tout le monde fondamentalement. En nul être humain, il n'existe pas les capacités à pouvoir comprendre beaucoup plus de choses que ce qu'il comprend. Mais à un instant T de la distribution des qualités, des compétences, des capacités dans une société donnée, eh ben ouais, il y a des gens qui parlent d'un truc et tout un tas de gens qui comprennent rien à ce qu'ils disent, ou en tout cas qui se sentent un peu... Bon, mais c'est pas la peine de s'énerver, je veux dire... Moi, je veux dire, quand je lisais les cahiers du cinéma et que j'avais... Alors c'est évidemment, ça se joue différemment avec moi, parce que j'avais des conditionnements culturels différents, mais quand même, moi, la première fois que j'ai ouvert les cahiers du cinéma, parce que c'était la revue la plus connue et prestigieuse, et que j'avais un peu envie de faire de la critique déjà, enfin en tout cas de réfléchir au film, je comprenais le 10e de ce que je disais. Bon, bah, j'ai insisté aussi. Il y a peut-être aussi ça aussi. De la même façon, quand vous regardez Federer jouer au tennis, vous dites pas, voilà, putain, mais moi je saurais jamais faire un revers comme ça. Et bon, je vais continuer à jouer au tennis, je vais progresser, je vais peut-être choper des trucs chez Federer quand même malgré tout. Voilà, je vais peut-être choper un ou deux trucs. Donc moi je pense que ces histoires-là d'élitisme, on se sent un petit peu... C'est pas très grave, quoi. Vous voyez, en fait, vous regardez Le Cercle, vous vous sentez un petit peu dehors. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai envie de dire, faites une chaîne YouTube où vous parlez du cinéma comme vous avez envie d'en parler. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui existe. Parce que Le Cercle, il y a quand même de moins en moins de gens qui le regardent, et il y a quand même de plus en plus de gens qui parlent de tout un tas de gestes cinématographiques très variés. Bon, donc moi, je pense que ça va... Enfin, je suis très sensible à l'humiliation sociale. C'est le cœur même de mon tempérament politique. C'est quelque chose qui m'émeut énormément, l'humiliation sociale. C'est le cœur du truc. Franchement, je trouve qu'il y a sur les échelles d'humiliation sociale qui ont lieu dans une société donnée, la petite humiliation sociale, parce qu'en fait, c'en est un peu une que vous décriviez, me paraît un peu bénigne par rapport à l'hôtesse de caisse qui se fait humilier par son manager, vous voyez. Parce qu'elle, faut qu'elle bosse, et elle est obligée d'être là. Alors que finalement, personne ne vous force à regarder Le Cercle, ma foi. Si vous les trouvez cuistres, pédants, parisiens, et en vase clos, cassez-vous, c'est pas grave. Moi je les aime bien, je l'ai fait en plus cette émission à l'époque. Bon, c'est peut-être parce que je suis homogène sociologiquement à eux, ça c'est possible. Hein. Mais moi j'aurais tendance à leur reprocher plutôt l'inverse. Moi je les trouve pas assez pointus, moi, vous voyez, monsieur. C'est un mec qui se la pète. Moi je les trouve pas assez snob. Voilà, c'est ça le. T'avais autre chose à... Non, ça... Parce que là, on est dans les temps. Ça va être ça le dernier mot, alors. Non, mais j'ai peut-être des questions... C'est pour le chat, et j'avais une question. Parce qu'on avait demandé un peu sur les réseaux, sachant que vous veniez, s'il y avait des questions. Parce que ça peut être intéressant. Alors, moi, je voulais d'abord la question ça. C'est une personne qui a demandé, 3 conseils ou plus pour de jeunes citoyens en quête de sens. Je pense que c'est pas une question très précise. Déjà, le mot en quête de sens m'évoque pas grand-chose, parce que moi, je suis pas en quête de sens, moi je suis en quête de réel et de vie, moi. Je suis en quête de vitalité. Et donc, documentez-vous, intéressez-vous au réel, bouffez du réel, mangez du réel, par tous les bouts. Il y avait une autre question, un peu particulière aussi. Votre avis sur le wokisme? Ah putain. Déjà, il faudrait quand même formuler un avis au préalable sur les gens qui ont constitué ça comme sujet. Il faut déjà déconstruire ça quand même au départ. Hein. Je veux dire, quel drôle de vie. Non mais ça c'est le talent des gens du langage droitier que j'analysais en long et en large dans Notre Joie, en tout cas dans les premières pages. Ils ont cette faculté à produire des fétiches verbaux dont ils ne connaissent même pas eux-mêmes le sens et qui pourtant ils vont se refiler toute la journée comme, en l'occurrence, un repoussoir absolu. Le wokisme serait l'autre nom de tout ce qu'il faut détester. Quoi. Quand on leur demande, mais en fait, c'est quoi le wokisme? C'est quoi l'histoire du truc? C'est quoi les revendications réelles du wokisme, si jamais ça existe, parce que c'est très problématique? Là, du coup, il n'y a plus personne. C'est qu'ils ne savent plus quoi dire. Mais le mot fonctionne comme... C'est très intéressant comme fonctionnement linguistique. Hein. C'est incantatoire, c'est un fétiche verbal, c'est-à-dire c'est ce que j'appelais l'usage performatif de la langue chez ce camp-là, en tout cas. Ils n'en ont pas le monopole, mais je trouve qu'ils sont très forts là-dedans. C'est vraiment cette façon d'agiter des signifiants qui sont des purs signifiants, qui n'ont pas de signifié, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de référent. Donc,
je pense que quand un mec de droite est de mauvaise humeur, il fait wokisme comme ça, c'est une espèce de soulagement, voilà. Et bon, après ce que j'en pense, ben, j'en penserai quelque chose quand on me précisera exactement ce que c'est. Mais si le wokisme désigne littéralement la capacité de s'éveiller sur un certain nombre de questions, un certain nombre d'oppressions qui ont cours dans une société donnée, alors je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour l'humanité. Si le wokisme consiste à constater qu'il y a encore de par le monde des milliers, des millions chaque année d'homosexuels LES aussi, qui se font emmerder, humilier, martyriser, marginaliser, alors je trouve que c'est tout à fait intéressant de s'éveiller à ça. Parce que c'est s'éveiller à du réel, c'est s'éveiller à des choses qui arrivent à des gens. Si s'éveiller, c'est s'éveiller au fait qu'il y a quand même énormément de racisme qui a cours sur toute la planète, dans tout un tas de sens d'ailleurs, et produit par tout un tas d'institutions ou d'individus, alors je suis pour cet éveil. S'il s'agit de se documenter sur le fait qu'il y a encore des oppressions de classe, de race et de genre, alors je trouve cet éveil une merveilleuse nouvelle pour l'humanité. Après, si on prend les choses, évidemment, par le petit bout de la lorgnette, le petit bout que j'appelais folklorique dans notre joie et pittoresque, dont se repaissent les médias de droite, à savoir les excès wokistes de la cancel culture et que sais-je, moi j'ai pas de sympathie pour aucune annulation que ce soit, mais c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est y a-t-il du racisme? Si oui, quoi faire pour qu'il y en ait moins? Okay. Alors, ensuite, on vous demande quelles sont les bonnes sources d'information, selon vous? Moi, je dirais mes livres. Hein. Franchement, moi, je vois rien de plus objectif. Voilà. Moi, personnellement, quand je veux m'informer, je relis mes livres. Non, moi, je suis resté assez presse écrite parce que je pense que la presse écrite, elle a toujours quand même une sorte de sérieux, que c'est de l'écrit. Elle arrive toujours à déplier quelque chose. Un article, ça va informer de quelque chose. Donc, je pense que c'est pas mal de continuer à lire quand même de la presse écrite. Ça paraît complètement dinosauresque de dire ça, mais je crois qu'en fait, jeter un œil de temps en temps dans Le Monde, dans Libé, dans Le Figaro, une espèce de grande presse comme ça, un peu désuète, bah, c'est pas plus mal. Des fois, ils font même dans Le Monde, notamment, qui est un journal qui politiquement apparemment est sympathie, mais je trouve qu'ils font parfois des enquêtes absolument éblouissantes, quoi, qui font 4 pages sur des grands sujets. Ils ont encore un service affaires étrangères, enfin extérieur, plutôt encore abondé, hein. Ils arrivent à envoyer encore des gens sur le terrain, donc moi je dirais ça. Mais après, il y a tous ceux qu'on a cités là depuis le début, hein. Moi je regarde pas mal Blast, je regarde le Média, je regarde QG, bon, même si encore une fois je déplore que ce soit un peu trop de paroles et pas assez d'infos. Mais QG, vous êtes passé, hein? Oui, plusieurs fois, ouais. Oui, je connais bien Aude Lancelin, je la connais, je rappelle que c'est une amie, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Okay. Est-ce que vous connaissez le dessin animé Mininours sur Canal+? C'est une question. Comment? Mininours. Minours? Mininours. Non. Non, bah vous irez voir. Ok, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, c'est une question. Moi je pose des questions. Sûrement, c'était au moment des Oui, c'est pour ça qu'il faut être dictatorial et antidémocrate. Ouais. Dès qu'on laisse la parole aux gens, c'est bas de gamme. Alors que depuis le début, on avait un échange qui était d'une grande hauteur. Est-ce que la fermeture de Russia Today en Europe était une atteinte à la liberté d'expression ou justifiable car outil de propagande du gouvernement russe? Moi, j'aime bien ce que disait... C'était Tadei qui était sur... Ouais, bien sûr. Moi, je regardais, je ne regardais que ça, je regardais que Tadei, puis des fois je la faisais. Puis, Frédéric était un des rares journalistes qui m'invitait encore, donc j'étais moi-même une victime de la guerre en Ukraine, il faut le savoir. Parce que non, et Frédéric lui-même disait un truc très bien. Il est parti de lui-même, hein, de Russia, avant même que le canal soit supprimé. Il a fait un post. Et il a dit qu'effectivement, s'il est avéré qu'actuellement la France est en guerre contre la Russie, c'est un média quand même russe, pas autant au crochet de Poutine qu'on le dit, mais quand même sous influence russe très claire. Et Frédéric avait un peu, premièrement, la raison de se barrer, et deuxièmement, de dire que, oui, en fait, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'on est en guerre avec la Russie? Si on n'est pas en guerre avec la Russie, alors oui, il est un peu étrange qu'on supprime un média. Mais si on est en guerre contre la Russie, alors il est un peu normal. Je veux dire, moi, je passe du point de vue qui n'est pas le mien, qui est celui de l'État français. C'est pas mes amis. Hein. Mais si je me mets dans une logique d'État, si nous sommes en guerre contre la Russie, on ne va pas maintenir au sein même de notre territoire un outil quand même de propagande pro-russe. C'est un peu normal. Or, nous sommes en guerre contre la Russie. Nous sommes en guerre contre la Russie, puisque l'OTAN arme l'Ukraine. Okay. Est-ce que les chaînes info remplacent les bars PMU? Mais je veux dire, il y avait beaucoup plus d'intelligence au bar PMU, hein, dans mon souvenir. Hein. On entendait beaucoup moins de conneries quand j'y allais encore. Non.
Ouais. Mais je pense que c'est très bien vu. Je pense globalement, quand je vois ces plateaux de commentaires là, qui sont non-stop, 24-24, on en voit même, il y a un mec qui fait 8-10 sur BFM et qu'on retrouve Oui, non, mais il y a entre ce 14 côté, et 16 plaisir sur... d'écouter, Ouais, c'est ça, je Ouais. pense qu'en fait, c'est un peu comme le Tour de France, moi je dirais, pour ceux qui suivent le Tour de France, on sait très bien que sur les 150 premiers kilomètres, il se passe rien, Ouais, et qu'on regarde, mais on regarde quand même. Ouais. Parce qu'à tout moment, il peut se passer un truc. Mais en fait, il se passe jamais rien. Mais à tout moment, puis en fait, c'est pas très fatigant, on regarde le tour, les mecs pédalent, pas nous. On s'est ouvert un petit Perrier, bon, bah, chaîne d'info, ça marche comme ça. Mais oui, je pense qu'il y a un petit côté PMU, ouais, au sens où PMU était une expression péjorative pour dire ah bah ça c'est un petit peu l'opinion du PMU, à savoir, on disait aussi le café du commerce à une époque, Ouais. hein. C'est qui revient au même, et oui, notamment CNews fait un peu cet effet-là quand même, ouais. C'est-à-dire qu'il faut quand même toujours rappeler que sur CNews ils sont beaucoup moins fachos que bêtes. Ouais. Voilà, c'est quand même d'abord une compétition de crétinerie, avant même d'être une compétition de fascisme. Ok. Alors, moi j'ai une question pour vous. C'est est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un ici pour une prochaine émission? Mais si oui, il faut nous aider à l'inviter. Ah, putain. Mais ça peut être tout, hein. Ça peut être Dans tout domaine ça peut confondu. être de la culture, ça peut être une discussion plus sur politique, enfin un petit peu tout. Bah, je vous dirais bien un nom, mais je sais qu'il n'aime pas beaucoup parler, Ah. donc c'est dommage. Mais nous on est gentils, nous, ça va. Ouais, mais c'est qu'il est, il est profondément anarchiste et pas grande gueule. Et c'est un type qui s'appelle David Snug qui fait des BD super et qui par ailleurs fait un groupe de musique avec une femme de son âge. Le groupe s'appelle Trotsky Nautique, ce qui vous indiquera à la fois sa couleur politique mais aussi son humour. Vous pourriez les inviter tous les deux. D'ailleurs, ils pourraient vous faire un petit live parce qu'en fait, ils ont pensé leur musique de sorte qu'elle puisse être jouée dans 3 mètres carrés et puisse être composée aussi dans des studios à Paris tout petits parce qu'ils sont tellement peu argentés qu'ils habitent dans des trucs petits. Donc voilà, c'est celui auquel je pense. Après, si j'y réfléchissais encore 5 minutes, je vous dirais d'autres noms, mais c'est le premier qui m'est venu. Non, bah prenez le temps et on pourra en parler. Mais après, il faut nous aider à les inviter parce que nous, on a. Bah, lui, on a pas oui, les je peux contacts. vous mettre en contact. On en a fait des rencontres ensemble déjà, et je crois qu'on s'aime bien. Oui, ça serait pas un Ok, problème. d'accord. Ok. Moi, j'ai une question aussi, c'est comment nous, jeunes, là, comment on fait pour comment se politiser sans passer par les partis, des choses comme ça. Comment en fait, Je trouve que les jeunes se politisent beaucoup non mais politiser, mais comment agir, être dans l'action sans passer par les canaux du système Ouais, du système des partis. Moi, je suis pas très fan des partis en général. Hein. Je reproduirais volontiers tout ce qu'en disait Simone Veil dans les années 30 et tout un tas d'autres anarchistes avant et après elle. Non, le parti, il y a toujours un moment où le parti sert sa propre cause. Quelles que soient ses bonnes intentions, quelle que soit sa sincérité politique. Par exemple, les gens de la France insoumise sont, je crois, très sincères politiquement. Bon, des gens de gauche et très impliqués dans le fait d'arriver à arracher toujours des segments du réel au marché. Parce que c'est ça, en fait, être de gauche. C'est une lutte pied à pied avec le marché. Donc, les insoumis sont des gens très sincères. Il y a même parmi eux des gens tout à fait brillants, des intellectuels qui les suivent. Bon. Mais ça reste un parti. Et il y a quand même un moment, un parti, son énergie va être beaucoup requise par sa propre survie. Ne serait-ce que parce qu'il fait vivre ces gens. C'est vrai qu'ils ont fait rentrer 150 personnes à l'Assemblée, c'était très bien. Enfin, les insoumis et d'ailleurs, la NUPES. Bon, c'est leur revenu maintenant pendant 5 ans. Donc un parti aura toujours cet effet-là. Donc comment faire de la politique en dehors des partis? Mais il y a 1000 façons. Je veux dire, vous n'avez qu'à vous pencher. En plus, vous avez été une grande ville qui est Lille. Moi, je suis sûr qu'actuellement dans Lille, il y a un squat qu'il faut aller défendre parce que les mecs vont être bientôt délogés. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des sans-papiers qui, pour l'instant, sont logés, mais qui vont être délogés parce qu'ils n'ont pas de logement, ils occupent illégalement un logement. Je suis sûr que, je ne sais pas, tel bâtiment va être construit quelque part qui aura une incidence écologique dégueulasse et qui a fait qu'un collectif s'est monté pour faire en sorte que ce chantier n'ait pas lieu. Donc, renseignez-vous et vous pourrez faire de la politique activement. Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements de jeunes écologistes radicaux. Rejoignez Extinction Rebellion, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Oui, non, je vois. C'est vrai que c'est bien comme réponse. Mais il y en a plein. Il n'y a qu'à se pencher si vous avez ce désir. Après, il y a un autre aspect dans votre question, c'est pas simplement je voudrais agir politiquement, c'est me politiser. Et moi, je pense qu'il faut... Là, il s'agit d'apprendre, d'affûter toujours plus la capacité à penser politiquement le réel.
C'est ça pour moi se politiser. Et penser politiquement le réel, c'est des exercices quotidiens, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire penser politiquement les violences faites aux femmes? Qu'est-ce que ça veut dire de penser politiquement? Prendre des cas d'école comme ça. À chaque fois vous prenez un cas, c'est ça une enquête. Prenez un cas, quelque chose qui se passe dans le réel, et vous essayez de le penser politiquement. Il y a des gens qui peuvent vous y aider, c'est des intellectuels, c'est des philosophes, des gens, je sais pas quoi, des militants, pourquoi pas. Mais moi, c'est à ça que j'inviterais la jeunesse. C'est habituez-vous à penser politiquement, mais à penser politiquement le réel. C'est-à-dire que, on reprend l'exemple du wokisme. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on pense du wokisme, il s'agit de savoir ce que vous pensez des segments de réalité que le mouvement woke met en avant. Voilà. Qu'est-ce que je pense des violences policières? Comment je les pense politiquement? Comment je pense politiquement le fait qu'il y a quand même souvent des violences policières qui sont à caractère raciste? Comment je les pense politiquement? Il faut faire des petits exercices comme ça. Mais ça vaudrait pour votre situation dans une école d'ingénieur. C'est une situation politique. Comment vous pouvez penser politiquement votre situation d'étudiant dans une école d'ingénieur? C'est très intéressant. On l'a un peu fait dans la voiture en venant. Ouais. Là, on parlait plutôt de l'après, les débouchés sur ce que vont devenir les gens qui étudient ici. Bon, moi, j'ai appris déjà plein de trucs en 10 minutes, mais vraiment, je connaissais rien du tout à cette école, et du coup, j'apprends plein de trucs, ça m'a renseigné sur ce qu'ils font après. Voilà, c'est ça aussi, se renseigner, c'est aussi demander à des gens de nous parler de leur vie. Vous rencontrez un boulanger, demandez-lui comment il bosse, et pas simplement comment il fait la bonne baguette pour qu'elle soit dorée. Non. Combien il a payé son four, combien il dégage de marge, à quelle heure il se lève, etc. Enfin, quelle est aussi la chaîne de production dans laquelle il se trouve, où est-ce qu'il achemine sa marchandise, quels sont ses fournisseurs, quel prix lui imposent ses fournisseurs, est-ce qu'il est tributaire du prix du blé? Vous voyez, en fait, on est tous des petits sujets politiques ambulants. Voilà, c'est ça qu'il faut étudier. Merci beaucoup. Ouais, merci. C'est moi. Je pense qu'on va finir sur ça parce que il est déjà 20h20. Faire 2 heures. Ah bah oui, j'ai un train dans pas longtemps. C'est ça, donc il va falloir qu'on coupe. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la régie, comme d'habitude, qui a fait un travail incroyable. On les voit d'ici. Ils sont extraordinaires. Non, mais alors, je constate qu'il y a peu de filles. Mais si, c'était tout à l'heure. Au niveau c'était la présidente. Donc, c'était la présidente. Ouais, donc, vous avez une présidente femme, ça va. Donc ça compense. Mais donc merci à la régie, merci à ceux qui nous ont regardés. Et merci à François Bégodeau. Merci à vous et longue vie à votre comment on dit, votre émission. Ouais, votre émission. Ouais. Merci beaucoup. Et je sais pas c'est quand le prochain rendez-vous, on n'a pas encore décidé. On essaie d'avoir des contacts, mais c'est toujours la... Restez sur les réseaux, ça devrait arriver assez vite sur Instagram surtout. Sur Instagram. Merci, salut.